Salut YouTube et Twitch, j'espère que ça va bien et salut les podcasts également. On est reparti pour un nouvel hebdo jeu de société. Alors, normalement c'est les mercredis, écoutez, hein. On est plus à ça près, là c'est donc le dimanche 17, fin de semaine. Et j'espère que vous allez bien, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, et que vous avez passé une bonne semaine. Et puis voilà, mercredi il n'y aura pas d'hebdo, je sais pas si j'arriverai à en refaire un avant les fêtes, c'est pas dit. C'est pas très grave. Aujourd'hui, donc, comme toutes les semaines, comme à chaque émission, il y aura un peu d'actu. L'actu du jeu de société avec quelques trucs. Ensuite, un retour sur les parties de la semaine et demie passée, puisque le dernier c'était le 8. Ça, ouais. Et avec pas des masses de découvertes, je crois, quelques trucs. Ensuite, du hors-jeu, et comme la semaine dernière, il y aura énormément de bandes dessinées, il y aura aussi un peu de musique, mais principalement de la BD, parce que je vous l'ai dit. Salut Gaume, j'espère que tu vas bien toi aussi. Je l'ai dit la semaine dernière, et je me suis réinscrit à la médiathèque, donc je peux en emprunter 10 BD par médiathèque de Strasbourg, donc je fais un peu le tour, et puis je récupère plein de trucs. Et grand kiff du moment, la lecture de BD. Même si je lis pas que des trucs bien, évidemment, mais bon, soit. Comme pour les jeux, hein. C'est bien de faire un peu de tout. Et on finira par une partie d'un jeu dont j'ai parlé la semaine dernière, que j'ai pas trop aimé, mais c'est pas grave, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais mes parties de découverte, c'est pas toujours des trucs que j'aime, rarement d'ailleurs, c'est des trucs que je trouve pertinents à présenter. Je vous propose que on passe aux actus. Les actus que vous pouvez me faire passer sur Discord ou Mastodon si vous le voulez. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez trouver le village. Ouais, j'ai essayé. Ouais, mais en fait, j'avais essayé avant qu'il en parle. Donc, le village, c'est le jeu de Romaric Briand dont le Pionfesseur a parlé dans les jeux du mois. Moi, j'avais essayé un petit peu avant, en fait, quand Romaric en avait parlé sur les réseaux. J'avais trouvé ça un peu random ou quoi. Il faudrait que je réessaye et que j'approfondisse le truc parce que la manière dont il en a parlé semble. Enfin, pas random, mais. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça plus addictif que ça, à vrai dire, moi, mais plutôt très malin dans la façon dont c'est fait, mais ça se prête bien aux parties commentées. Ouais, j'imagine, pourquoi pas, sur Twitch, chez Proxy Jeux, du coup. Ah oui, ou oui, tu voulais dire éventuellement pour un jeu en fin d'émission, ça serait pertinent pour le coup, ouais, carrément, je me le noterai peut-être. J'ai des jeux pourris à vous faire découvrir, j'en parlerai d'un tout à l'heure. Donc ouais, sur le flux de Playtime, si vous préférez en podcast, n'hésitez pas. En général, je coupe quand même la partie justement de partie de fin d'émission parce que ça se prête moins à l'audio. Touk. Voilà, et donc ouais, vous pouvez me faire passer tout ça comme vous le voulez. Sur YouTube, j'ai pas mis de petits trucs, mais j'ai continué le calendrier de décembre, hein, donc toujours des jeux de pli, des fosses et d'escalade tous les jours, qui sont publiés le matin, des shorts. Et sachez que j'ai beaucoup de retard, mais on s'en fout, hein, mais c'est la vidéo des découvertes de novembre devrait arriver là début de semaine parce que de vendredi à aujourd'hui j'ai bien avancé. Aujourd'hui je devrais avoir à peu près fini, il me restera juste les transitions à enregistrer et puis faire le dernier montage. Mais ça devrait aller. Ouais, hein, bah écoute, c'est le but. Le but c'est, bon c'est pas critique, hein, c'est vraiment juste de faire découvrir des trucs. Donc voilà, et puis donc ouais, ça devrait arriver bientôt. Et après il y aura celui de décembre, avec moins de jeux je pense que celui de novembre. Comme d'habitude je m'attarde pas dessus, mais si vous avez des sous que vous savez pas où les dépenser, il y a un Buy Me Coffee que vous pouvez, où vous pouvez soutenir le travail que je fais si vous pensez que ça mérite de l'argent, et sans en attendre aucune contrepartie. Voilà, et passons donc aux premières actus. Commençons par Hasbro. Alors c'est pas mal, ça a pas mal tourné, hein, mais bon. Donc Hasbro, hein, petite entreprise, n'est-ce pas, qui a fait voilà, une grosse réduction d'emploi de 1100 personnes pour les 12 prochains mois. Et déjà, plutôt en 2023, c'était déjà 800 personnes qui ont été licenciées. Bon voilà, hein, c'est un gros éditeur Hasbro évidemment, hein, et en fait c'est plus, alors il y a un lien chez BGG, il y a Les Échos qui en a parlé quand même, donc Play-Doh, Nerf, bon là il parle évidemment des très grandes licences, mais bon voilà c'est pas que ça. Et il y a également chez Board Game Wire que j'aime plutôt en général,
Voilà, c'est aussi ceux qui font Donjons et Dragons et Magic, voilà, rien que ça. Donc voilà, c'est pas non plus un petit éditeur qui est dans les merdes. Évidemment, c'est 15% quand même hein, de personnes. Voilà. Et donc, bon, c'est en fait, c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est pas rigolo pour les personnes qui sont virées, évidemment. Mais dans le jeu vidéo, je sais pas si vous suivez un peu, mais cette année ça a été catastrophique en termes de licenciement à plein de niveaux et à plein de différents niveaux d'entreprise. Il faut se rendre compte qu'on a un peu ça aussi dans le jeu de société. Il y a Embracer qui a eu des soucis. En fait, c'est lié parce que potentiellement il y a certaines entreprises qui possèdent à la fois du jeu de société et du jeu vidéo. Typiquement Embracer, c'est ceux qui possèdent Asmodee. Alors Asmodee, ça va à peu près, je crois, mais il y a quand même des restructurations qui sont faites. Bon, voilà, donc en fait, il y a vraiment ce... Et donc Hasbro, pareil, et il y a évidemment cette espèce de paradoxe et de sourire jaune entre quand on voit effectivement les bénéfices qu'ils ont fait, etc. Alors, c'est peut-être un peu moins que les années précédentes, mais comment est-ce que ça se répercute sur les maillons faibles de la chaîne? Ça se répercute pas chez les actionnaires, hein, ça se répercute chez les employés, voilà. Donc bon, évidemment, j'espère que les personnes trouveront autre chose. Et en fait, ce qui est intéressant, voilà, là il parle de Embracer et tout, il faut quand même ouais, avoir la vision d'un monde du loisir, notamment du loisir ludique, que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de société, où on est un peu dans un post-croissance, et où la croissance effrénée qu'il y a eu du fait du Covid, ça a entraîné en fait, je pense, hein, en tout cas je suis pas économiste, etc., mais j'ai l'impression que ça a entraîné des espèces de production, d'embauche, etc., et de mise en place de calendrier dont on arrive un peu au bout, et où en fait on n'avait pas prévu que ça allait comme ça atteindre le plafond, je sais plus si on dit le plafond de verre, mais en tout cas une espèce de truc où ça va stagner, et où en fait bah, toutes ces dépenses qui ont été entamées plus tôt, et ben là ils sont plus en mesure, enfin ils seraient en mesure en sacrifiant autre chose, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est en gros ils sacrifient les employés pour les actionnaires, hein, c'est un choix de ce que tu fais comme dépense. Mais en tout cas, eux estiment qu'il faut faire des réductions à certains niveaux, donc encore une fois chez les personnes qui les subissent, et que voilà, les dépenses engagées il y a quelques années parce qu'il y avait des espoirs de croissance qui se maintiennent un peu au niveau du Covid, bah en fait c'est pas le cas. Et au niveau du jeu vidéo c'est aussi le cas, et notamment parce que le calendrier jeu vidéo est un peu différent. Pour ça je vous invite à écouter Silence on Joue, à aller écouter Origami et tout, ils sont bien plus, ou Gotos, ils sont bien plus pointus que moi là-dessus. Mais il y a aussi l'idée qu'il y a eu des projets retardés du fait du Covid et qui arrivent un peu en bout de course, et où ben, c'est des moments, les fins de projet, où il y a de toute façon du turnover. Dans le jeu de société, il y a aussi autre chose on voit dans le jeu vidéo depuis longtemps, c'est la surproduction énorme, quoi. C'est-à-dire que, et ça va aussi avec le côté un peu, comment dire, ouais, en fait, j'ai l'impression, moi, qu'on était dans une espèce d'augmentation des productions en termes de volume, il y a 4-5 ans, pré-Covid, où les petites productions, finalement, étaient plus rares, et... Alors, c'est peut-être un filtre de ma part, mais... à part chez les indés, mais qu'en tout cas, des éditeurs comme Days of Wonder, ou comme Yellow ou quoi, on était sur... Alors qu'aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, là... alors de toute façon, ça fait 15 ans qu'il y a trop de jeux, etc. Ça, c'est pas nouveau. Mais il y a une espèce de je m'en foutisme et du on sort, on produit tout ce qu'on peut, on s'en fout de ce que c'est, ça va tenir 3-4 jours, ça va être sur les étals une semaine, après ça va dégager dans les stocks des boutiques, ça va peut-être pas être vendu, on sait que ça va être en solde dans 3 mois, comme le jeu vidéo, hein. Même logique, même circuit que le jeu vidéo, les Dishonored, etc. qui... Tu attends quelques semaines, et pouf, ou 2 mois, et pouf, c'est dans les soldes de Steam. Et c'est un vrai problème, parce qu'en fait, au-delà de la dévalorisation de l'objet culturel, que c'est vraiment à mettre à la poubelle du jetable, ce qui est terrible d'un point de vue aussi écologique, évidemment, il y a cette dévalorisation du produit culturel, il y a cette surproduction, et il y a aussi le fait que, bah, en fait, faire autant de production, même si c'est en plus petite quantité, bah, ça a un coût. Et ça demandait peut-être des équipes,
etc., etc. Et il y a un problème en fait de scope et d'échelle entre les équipes, la croissance espérée, le nombre de productions, et c'est pas sain, enfin je veux dire, la plupart des jeux qui sortent, on pourrait s'en passer. Alors je suis sûr, évidemment, les auteurs ou les autrices sont ravis que ça sorte et tout, mais c'est à quel prix en fait pour le marché à long terme, quoi. Et c'est des problèmes qu'on avait déjà il y a 10-15 ans, où Cyril de Mag d'Istari à l'époque on parlait et disait bah les prix cassés sur Essen, c'est mauvais en fait pour le marché à long terme. Et aujourd'hui, je me rappelle aussi de Catala à l'époque, de Cyclade, qui disait bah en fait nous, notre présence boutique c'est 1 mois ou à 3 mois, et puis après si on a dépassé les 3 mois c'est déjà bien. C'est plus ça, quoi, c'est quelques jours, quoi. Et le nombre de jeux, quand on va dans les boutiques, qu'on voit exposer, dont on sait, alors, si on s'intéresse un peu, on voit ce que c'est, mais et tout ça en fait c'est lié à ce truc de c'est aussi parce qu'il y a eu une telle croissance qu'on essaye de continuer là-dessus, qu'on fait aussi qu'il y a aussi eu des investissements de la part d'actionnaires, etc. Donc des modèles économiques qui changent, et ça mène aussi à des trucs comme Pearl Games qui sont fermés, etc., etc. Alors que, vous vous rappelez peut-être, mais quand Pearl Games a été acheté, etc., le discours d'Asmodée, c'était quoi? C'était « Non, mais vous savez, nous, on veut absolument pas qu'ils changent parce qu'on les a achetés, c'est justement pour leur savoir-faire et pour qu'ils fassent ce qu'ils savent faire. » Mon cul. Enfin, je veux dire, faut arrêter un peu. Et combien de personnes ont défendu cette vision-là en disant « Non, mais Asmodée, Marc Nunes, il est pas si méchant. » Alors que, évidemment, qu'à long terme, ça allait finir comme ça, bref. C'est pas joyeux, en fait, c'est... Que ce soit pour Hasbro, évidemment, et pour les personnes qui le subissent, mais c'est aussi désastreux d'un point de vue de l'image que ça donne du secteur ludique en général. Et bon, voilà, enfin, c'est pas nouveau, hein, c'est juste que le secteur ludique aurait peut-être pu être épargné de ça, mais je sais pas. Bref. C'est la joie, ce dimanche. Passons à un truc plus joyeux. Je vous avais déjà parlé de Rally the Troops, où était arrivé The Field of the Cloth of Gold, qui est un très bon jeu, et qui est un jeu pour jouer en ligne à des jeux... l'effet pervers, ouais, bah oui, c'est ça, exactement, je suis d'accord aussi, Gaume. C'est que des fois, t'es là et tu vois un truc et tu te dis putain, c'est peut-être pas ouf, mais effectivement, il y a plus qu'un tirage, quoi. Il y a un tirage d'un truc, et puis de temps en temps, il y a des trucs qui sont un peu plus sortis. Mais effectivement, t'as ce côté FOMO un peu, Fear of Missing Out, qui est ultra pervers aussi. En plus, c'est pour des trucs qui valent pas le coup, quoi. Mais ouais, mais je suis dans le même cas, Gaume, hein, je râle, mais je fais partie en tant que consommateur de tout ça, et j'en suis navré. Et donc ouais, Rally the Troops, donc c'est vraiment pour des jeux un peu type wargame, card driven, etc. Pas forcément des trucs de plusieurs heures, hein. Red Flag Over Paris, qui doit arriver en français, c'est plus petit. Field of the Cloth of Gold, c'est tout court. 300 aussi, je crois. Shores of Tripoli également. Après, il y a du Hammer of the Scots, il y a aussi du Andean Abyss, etc., qui sont un peu plus costauds. Et donc, ce qui m'intéressait moi cette semaine, c'est qu'est arrivé cette semaine, alors c'est vraiment assez, comment dire, sommaire, hein, vous attendez pas à BGA ou quoi, est arrivé donc Votes for Women, j'ai pas encore joué, mais c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup, qui se joue de 1 à 4, alors je sais pas si ça vaut le coup à 3 ou 4, je sais qu'à 1, j'avais entendu de bons échos, et à 2 aussi, qui est donc fait un jeu de Tori Brown, chez Fort Circle Games, pardon, et qui parle donc de l'évolution pour le droit de vote aux États-Unis. Donc voilà, ça existe. Moi j'étais très curieux de ce jeu là, j'ai pas encore joué, mais je pense que je vais essayer assez rapidement. C'est un jeu qui a pas mal fait parler de lui, alors évidemment du fait des suffragettes, du thème qui est assez fort. C'est du card driven, hein, un peu à la Twilight Struggle et compagnie, hein, voilà, en plus petit que Twilight Struggle quand même, mais voilà, jeu asymétrique, et c'est pour ça que je dis que plutôt à 2, parce que c'est vraiment plus de rôle. Il y a l'opposition qui va lui essayer d'éviter que le Congrès propose l'amendement, ou avoir 13 États qui vont le rejeter, et sinon il y a effectivement le côté des suffragettes qui va essayer de le faire adopter. Donc un thème fort, un thème politique, qui est fait par une femme en tant qu'autrice, qui a eu des bons retours, moi j'aime bien ces jeux-là en général, les card driven et tout. Après, je sais que je suis pas du tout expert là-dedans, donc j'ai beaucoup de mal en fait à juger la pertinence d'un jeu par rapport à un autre dans ce genre-là, parce que c'est vraiment pas quelque chose dont je suis très connaisseur, quoi. Mais en tout cas, ouais, j'étais curieux de celui-là, notamment pour son thème, mais il a eu pas mal de bons retours critiques. Après, sur des thèmes comme ça, c'est un thème important, mais c'est toujours difficile en fait d'avoir... comme c'est un thème important, en fait, il y a plein de jugements qui se font aussi sur
c'est génial d'avoir un thème comme ça. Et qui peuvent parfois aussi masquer un peu certaines faiblesses mécaniques ou quoi. Et du coup, parfois les retours critiques sur ce genre de thème-là sont un peu difficiles à évaluer et où se situer, etc. Donc le mieux c'est de tester. Donc je pourrais essayer ça sur Rally the Troops. Et encore une fois, c'est pas un site très connu, hein. J'ai toujours dans ma petite tête ma vidéo sur comment jouer en ligne avec pas que du BGA et du tabletop. Je la ferai peut-être en 2024, qui sait. Mais c'est pas aussi connu, mais c'est pour des jeux un peu plus pointus. Et c'est cool que ça existe aussi. Voilà. Et pour le coup, ouais, je crois que c'est vraiment plus petit, hein, et c'est des trucs officiels, enfin acceptés par les auteurs et tout. Donc voilà. Nouvelle news, une bonne news, c'est Igiari. Donc Igiari, c'est ceux qu'on fait Invictus, Art of War, Onitama, Overseers. J'ai jamais joué à Overseers, tiens, mais j'étais toujours curieux de celui-là. Qui ont fait aussi, enfin, ils ont fait plein de trucs. World Championship, Russian Roulette, que je n'ai pas essayé non plus. Reflecto aussi, je crois que c'est eux. J'ai pas essayé non plus, mais ils font plein de jeux assez intrigants. Hein. C'est ça ils se sont lancés avec Intrigue, il y a pas loin de 10 ans maintenant. Et donc, une réédition, bon, alors, pour qui connaît un petit peu le monde du jeu de société, c'était assez évident, ce petit visuel parle beaucoup, c'est La Havane, qui est un très bon jeu. Alors moi je l'avais revendu parce que j'y jouais pas beaucoup, mais c'est un très très bon jeu, un vrai jeu. Alors ça me fait marrer parce que c'est Pionfesseur et Cyrus, c'est une espèce de running gag dans les sortons de grands jeux. Il y a toujours dans les jeux marqué gestion de main. ils en ont marre. Et là c'est un vrai jeu de gestion de main, pour le coup un peu à la Concordia aussi, où vraiment il y a une question de tempo, parce qu'à un moment il faut que c'est Pionfesseur qui compare ça à un revolver qu'il faut recharger. Il y a des moments où paf 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 tu joues et pouf ça revient. Ouais, c'est un bon jeu de, je crois, 2009, La Havane, et très solide. Donc si vous l'aviez pas fait à l'époque, franchement, continuez, moi je suis toujours plus client. Il y a eu les Princes de Florence, El Grande qui sont revenus, etc. Aujourd'hui, dans 2023, comparé à tous les trucs très médiocres qui sortent en nouveauté, bah, je préfère qu'on réédite des valeurs sûres. Parce qu'en fait, ça, La Havane, El Grande ou les Princes de Florence, qu'on aime ou pas, mais pour moi, c'est des jeux qui sont toujours pertinents aujourd'hui et que je pourrais toujours conseiller à des gens, bien plus que la plupart des nouveautés qui sortent. Donc je suis ravi, moi, de ce genre de démarche, c'est cool. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas faire des nouveautés, parce que c'est aussi dans les nouveautés qu'on peut trouver des innovations et tout, enfin, ça y a pas de souci, mais c'est bien, moi je suis content de cette démarche qui peut faire un peu râler, enfin... Il y a ce côté un peu, on a souvent eu ça dans le jeu de société, dans le jeu vidéo, dans le cinéma et tout, avec ce côté, ouais, il n'y a plus d'idées, parce qu'on fait que des reboots, des remakes, des suites, etc. Donc là on est plus dans, je sais pas, enfin dans des rééditions. C'est encore différent, parce que c'est même pas des remakes, c'est vraiment des ressorties. Alors parfois un peu remake, parce qu'il y a quelques changements de règles et tout. Mais ouais, je sais pas. En fait, le problème, c'est si la production actuelle est décevante, autant se tourner vers des valeurs sûres. Ça fait un peu réac comme ça, mais il faut quand même garder un œil sur la production actuelle, parce qu'il y a toujours des trucs très bien qui sortent, mais bref, j'ai toujours un peu ce déséquilibre-là, ce paradoxe-là. En tout cas, jouer à La Havane, c'est très bien. Et effectivement, les jeux d'Igiari, pardon, il fait partie des éditeurs qui sortent pas comme Yellow ou quoi, bon c'est pas la même taille de boîte, hein, 25 jeux par semaine quoi. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un peu comme un Cocktail Games ou des trucs comme ça, c'est une démarche éditoriale qui moi me parle plus, de prendre le temps de sortir ces jeux quoi. Après qu'ils soient bons ou pas c'est une autre question, mais en tout cas en termes de démarche éditoriale je préfère. La semaine dernière je vous parlais de Splendor Pokémon, et oui, où je vous disais, Splendor je suis pas fan, mais Pokémon. Eh bien Théo a révélé qu'il y aura aussi un paquet de chips Pokémon. Et alors lui, c'est un grand fan de... C'est un grand fan de Pokémon, hein, Théo, depuis... enfin, il est un peu plus jeune que moi, mais voilà, enfin, notre génération c'est Pokémon 100%, Pokémon bleu, jaune et compagnie. Moi je sais que j'avais le jaune et j'ai joué au bleu chez mon cousin. Enfin, je lui piquais sa Game Boy et tout, et grand souvenir Pokémon. Salut Gaume, à plus, joue bien aussi, bon dimanche. Bon alors, je vous avoue que je suis un peu moins, je sais pas comment ça va être, parce que je pense que ça va pas changer grand chose. Alors c'est en coréen, c'est en Corée,
Mais en Corée, il y a pas mal de jeux qui sont en coréen. Il y a aussi un Nine Tails de On Games qui est en coréen. Il y a aussi le Point Salad qui est en coréen. Et donc, il y aura aussi Splendor en coréen. Et donc, celui-là. Alors, autant Splendor, j'imagine bien des petits éléments mécaniques qui pensent un petit peu à des trucs et tout. Les évolutions, machin, truc. Peut-être quelques dynamiques spécifiques. Là, je sais pas exactement ce que ça va changer. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. C'est que à la place des chips, on a des Pokéballs. Et donc, ça, c'est pour les capturer ou un truc comme ça. J'ai l'impression que ça va juste être un skin. Ce qui est cool. Après, le problème, c'est que, moi, j'adore un Pokémon hein, et tout, il n'y a pas de souci, mais. Et pour le coup, en tant qu'auteur, moi aussi, je kifferais trop. Je vous le dis toujours, hein, mais moi, Challengers en Pokémon Go. Mais par contre. Ouais, une des grandes forces de Packet Chips notamment, moi j'aime bien le game design du jeu hein, de toute façon, mais il y a aussi son édition quoi, qui est incroyable. Et là on va le perdre un petit peu quoi. Mais bon. Mais en tout cas ouais, c'est suffisant. Ça m'a fait marrer parce que la semaine dernière il y avait Splendor et là il y a ça. Autre news, il y a ce monsieur, mais pas que lui, donc des gens de Stronghold Games, et de Z-Man Games, donc des gros éditeurs américains, qui sont arrêtés, qui ont lancé Play2Z, un autre éditeur. Rappelez-vous que Space Cowboys à l'époque, c'était un peu ça, c'était le côté « Ouais, nous on en a marre de travailler chez Asmodée, on est Croc et tout, machin. On va essayer, on va se rassembler avec Sébastien Pochon, Croc, Cyril Demag et un quatrième, Nunes. Je sais plus. Et on va faire les Space Cowboys parce qu'on veut faire ce qu'on veut. Et finalement, ils font Spellbook maintenant, et Archaeos Society. Voilà. Hein. C'est un peu comme Pearl Games qui est fermé avec des belles intentions. À un moment, voilà. Bref. Donc voilà, il y a un peu cet esprit-là, j'ai l'impression, de genre de Dream Team, machin, qui voilà, essayent de faire un truc et qui se disent ouais, vas-y, on va faire autre chose et tout. Et derrière, en fait, ça intègre le marché de manière très classique, pareil pour Playpunk, qui fait Captain Flip. Moi j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais c'est quand même très dans la norme. Il n'y a pas vraiment ce côté où vas-y, on s'en fout, on fait un autre truc et on est complètement punk et on est hors circuit, on est des électrons libres et on va faire des trucs, ça va rien rapporter, mais on s'en tape. C'est pas ça. Donc là, il y aura une reprise d'un jeu de 2011 qui est Ascending Empire, ce que je ne connais absolument pas, mais qui est sûrement un jeu pour Cargo, parce que c'est un jeu de stratégie et de pichenette. Incroyable. Donc ce sera une Zenith édition, évidemment. Ça va passer par Kickstarter, parce qu'ils peuvent pas faire un truc autrement. Et donc c'est quand même une grosse équipe. Alors, je les connais pas du tout, hein, mais Zev Schlesinger, voilà, qui travaillait chez Whiskind et qui a fait Z-Man Games. Alors je sais pas si c'est parce que c'est Zev ou Zef, je sais pas comment on le prononce. Ce gars-là, je connais de nom, c'est le mec qui a fait Stronghold Games, et c'est un mec que j'aime pas trop sa position, il est très entre un peu dans tous les trucs, il est créateur de contenu, mais et puis il est invité à plein d'endroits, mais en même temps il est éditeur, il est un peu j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas ce mélange des genres trop. Geoff Engelstein, donc qui est un mec assez important en termes de game design et qui notamment a lancé avec d'autres auteurs et autrices le syndicat là, des auteuristes américains et américaines. Voilà, là c'est des gens que je connais moins, Nicole Brady, Scott Brady, voilà, et lui, mais lui aussi, ouais, je vois que c'est lui, il fait aussi du truc pour Rado. Et Zach Chalef, je sais que c'est un designer, je sais plus ce qu'il a fait, mais je me rappelle avoir joué à des jeux de lui. Je sais pas si c'est pas le mec de Kites, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, donc un nouvel éditeur, on verra. Bon, je vous avoue que ça c'est un jeu curieux, mais bon, voilà, après, à voir quoi. Et dernière news, c'est, on reparle de syndicats, on parlait avec les auteurs là, il y a depuis quelques temps des cafés-jeux qui se organisent. Alors c'est plus ou moins du syndicat, faut pas le prendre comme le syndicat francophone, c'est pas la CGT, mais qui en tout cas forme une organisation. Alors là-dessus, c'est sûrement Paul Gara, si elle passe par là, elle pourrait vous préciser un peu les différences dans tout ça. J'imagine que ça ressemble plus à des CE que à des syndicats. Mais en tout cas, c'est de l'organisation du côté des employés. Et donc, c'est le troisième en quelques mois. Donc, il y a eu à New York un café. Voilà.
enfin un café, des cafés. Et il y a également eu là, cette semaine, c'est pour ça que j'en reparle, j'en avais pas parlé la première fois, mais le Brooklyn Strategist également qui arrive aussi à s'organiser. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir, nous on a le... comment ça s'appelle, le groupement des cafés ludiques ou je sais plus quoi. Non, il y a le groupement des boutiques ludiques et il y a le réseau des cafés-jeux, un truc comme ça. Après, voilà, est-ce que ça va ressembler à ça? Est-ce que c'est vraiment juste pour défendre les droits des employés ou est-ce que c'est pour un peu... comment dire, mettre en place certaines normes au niveau des cafés-jeux et mettre des actions communes. Là, clairement, en octobre, c'était, voilà, il y avait de l'onion busting, donc un peu comme ce qu'avait fait aussi Kickstarter, c'est-à-dire l'envie de ne pas laisser les gens s'organiser, notamment pour un salaire minimum, quoi, décent. Donc voilà, pour ce qui est de ça. Là, il y a un petit peu de détails sur justement les tarifs et compagnie. Donc bon, c'est toujours cool de s'organiser. Ça manque hein, dans les milieux ludiques qui sont encore un peu, voilà, ouais, mais c'est le travail passion, on est là, on aime bien ça, tu sais, faire des heures sup, on s'en fout, non, non. Organisez-vous, syndiquez-vous et tapez des patrons. Parce qu'ils essaient de profiter de vous, ils ont l'air gentils comme ça, mais en fait, leur but, c'est de vous utiliser pour gagner plus d'argent, sachez-le. C'est des patrons. C'est ça leur but. Donc voilà, je sais pas quel éditeur a un vrai syndicat chez lui du côté de... Je sais pas le pourcentage d'employés dans les maisons d'édition ou dans les boutiques qui ont fait grève, qui font grève, qui vont aux manifs, qui ont le droit de faire ça. Je sais pas. Dites-moi si vous savez, mais bon, ouais, c'est pas un milieu où j'ai l'impression qu'il y a trop d'organisations comme ça, donc c'est cool d'en voir ici et là. On continue avec donc sur BGA. BGA, on a fini les actus, hein, donc là c'est les sorties sur BGA, donc comme toujours il y a un petit peu les derniers jeux qui sont arrivés, qui sont les jeux... du calendrier de l'avant, il y a eu ça que je vous avais parlé, il faudrait que j'y rejoue mais j'ai pas trouvé ça merveilleux. Ça c'est un jeu solo que je connais pas, ça j'en avais entendu parler, DEI, la DVD et Imperia ou un truc comme ça. Ça c'est un truc de la TNI Epic, je connais pas du tout, faudrait que j'essaye de jouer en solo. Dog Park, je sais que j'en ai pas eu forcément des très bons échos. Roll into Town, aucune idée, ça doit être un truc. Ça j'avais essayé quand il était sorti en alpha, j'avais pas trouvé ça merveilleux, c'est Simon du Passe-Temps qui aime beaucoup. Je crois que le reste on avait un peu fait, Goldblivion, Daybreak, c'est un truc fait par l'auteur de Pandémie. Côté bêta, bon comme d'habitude je vous montre pas l'alpha parce que je sais que BGA aime pas trop montrer et que c'est jamais sûr que ça sorte. Il y a eu Captain Flip dont je vous avais parlé, qui est pour moi un jeu vraiment solide en termes de proposition de pose de tuiles et tout, vraiment des bons petits enjeux et tout, j'adore. Ça j'ai essayé, on en parle tout à l'heure, c'est nul à chier, c'est un... Flip and Ride très quelconque. Romirami, je vous en ai déjà parlé aussi, je trouve ça très bien, il sera dans la vidéo de novembre. Donuts, je vous en ai parlé dans la vidéo d'octobre, j'ai trouvé ça un jeu abstrait plutôt solide. Ça, je ne connais pas juste de nom, mais aucune idée. Ça, je vous en parle dans la vidéo de novembre, une bonne surprise pour moi, allez écouter ce qu'on a dit Zéphiriel. Je crois que le reste, on avait déjà vu. Et chez Proxy Jeux, 2 épisodes depuis la semaine dernière. À savoir, pour commencer, un petit ajout à quoi, où j'ai participé avec Cyrus et Drew. Cyrus a été déçu par Fluffy Valley, un jeu enfant chez Loki, de Maxime Rambourg et Théo Rivière. Moi j'ai été déçu par Convoyeur très spatial, un jeu solo dans la gamme mini micro de chez Matago. Et Drew n'a pas été déçu, c'est le seul qui était un peu positif, par Le Château Blanc chez Yellow, là, que j'ai toujours pas essayé d'ailleurs, il faudrait que j'essaye, mais qui est ce jeu par les auteurs de La Cathédrale Rouge. Donc voilà. Vous pouvez écouter ça, et également est sorti, j'ai enfin fini de l'écouter hier, un gros le pour et le contre sur Ark Nova, où Cyrus est pour, Julien est contre, et Peter arbitre, c'est un peu le... Julien et Cyrus s'étaient déjà affrontés pour Pandémie, il y a quelques mois, et bon, moi je suis plus du coin du contre, mais donc ouais, c'est assez fat comme émission, c'est 2h20, donc voilà, mais c'était cool, notamment j'ai préféré moi la deuxième partie d'émission plutôt que la première, parce que je trouvais que la première il y avait un peu une espèce de saucissonnage des différentes mécaniques, et à chaque fois en disant alors cette mécanique là c'est bien, le matériel est-ce que c'est bien, etc. Et où du coup on rentrait un peu trop dans du détail, un peu millefeuille. Après le jeu est aussi un millefeuille, donc voilà, c'était pertinent, mais je
je trouvais que c'est rentré un peu trop dans des détails, etc. Et qu'il y avait un peu ce sentiment de eh ben on va faire un peu la somme de ce qui est bien et ce qui est pas bien, et puis ça permet, alors que c'est pas ça qui permet, selon moi en tout cas, de dire qu'un jeu est bien ou pas, ou qu'on aime un jeu ou pas, c'est pas parce qu'on aime plein de trucs d'un jeu qu'on le trouve bon. Et la deuxième partie était un peu plus, enfin je sais pas exactement, c'est la moitié, mais à un moment ça a switché, j'ai eu l'impression qu'ils étaient un peu moins dans plein de petits détails un peu que moi je trouvais sinon ouais inutiles, du moins un peu fastidieux, pour aller un peu plus justement dans des choses plus personnelles et plus du domaine du ressenti et tout. Donc je préfère la deuxième partie. La première j'ai trouvé un poil longue, mais voilà. Et ben on a fini pour les actus, je vous propose qu'on passe aux parties de la semaine. Et je vous l'ai dit, pas tant de parties que ça. Donc nous on en était là parce que je vous avais fait découvrir Powerline. Là sur le dernier hebdo. Donc depuis j'ai un peu rejoué à The Veil of Eternity, qui est exactement ce que j'en avais dit, c'est-à-dire il y a des bonnes idées, il va sortir la semaine prochaine, c'est pas non plus inoubliable, c'est sympatoche, ça fonctionne bien, il y a quelques trucs qui sortent du lot quand même, notamment cette monnaie limitée là, ce système de monnaie, reste que bon, je ressens pas grand chose de neuf en y jouant, on a pas mal rejoué à Can't Stop avec Pauline, du Schnapson, hein. Lucky Number, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à ça, enfin très longtemps je sais pas, mais en tout cas j'y avais pas joué depuis longtemps, bon c'est un jeu que je connais très bien et que j'ai beaucoup joué, mais ouais c'est incroyable, meilleur jeu de la Terre, un des meilleurs jeux de la Terre, que j'aime toujours autant, qui pour moi c'est vraiment le jeu à offrir à Noël, si offrez pas ce qui joue tout le monde à ce qui offrez Lucky Numbers, en plus c'est mieux, très très bon jeu. On continue, alors on est allé à un bar à jeux avec Nico et Blandine qui sont des amis du coin et leur petit, enfin il est plus si petit mais leur enfant. On a joué à Forêt Mixte, j'ai enfin pu y jouer en physique, on a joué à 3. Pareil, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en ai notamment parlé dans mon bilan d'octobre je crois. Et je reste sur le même sentiment de jeu, c'est-à-dire que bon, j'ai pas spécialement de plaisir, je trouve ça trop long. Il y a ce que j'aime bien dedans, je l'aime toujours, et tout le reste, ben, ça reste quelconque. On a aussi joué à... Ça c'était rigolo, c'était Molo l'escargot. Écoutez, c'est un bon jeu enfant, donc on a joué avec leur fils, on a fait 2 parties. Il y a une mécanique à la Cartagena en termes de progression, on a 2 cartes en main, on en joue une, on va sur le prochain symbole visible qui est comme ça, ou bien on peut avancer ou dormir, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que le but c'est d'être, comme on est des escargots, le dernier sur la piste, donc il faut essayer de ne pas avancer, ce qui est un peu prend à contre-pied le système de course un peu. Et ça c'est pas inintéressant, après bon ça reste très soumis à la pioche et tout, et la variante avancée c'est prenez 3 cartes au lieu de 2. Bon voilà, c'est franchement pour un jeu enfant, on en a fait 2 parties de suite et on s'est amusé nous aussi dessus, donc je vous le conseille, franchement une bonne découverte. Et on a joué aussi à Cochon Rapido, alors le nom me disait quelque chose parce qu'en fait il y a quelques années à des Bretzel et des jeux, Théo Rivière et Ludovic Maublin on avait fait leur jeu du salon. C'est un petit jeu de bluff où on va essayer de récupérer des ressources avant les autres, les pommes, et pour ça il faut passer devant, et c'est un jeu de bluff parce qu'on a tous, à notre tour on a ces cartes là, et on va en choisir un, et notre voisin de gauche va devoir nous dire est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, je crois qu'il y a 6 cartes, et s'il trouve la carte que nous on a choisie, ben il avance de ce nombre là, donc si on met le 6, on risque de faire en sorte qu'il avance le 6, et si il trouve pas, c'est nous qui avançons du nombre qu'il a trouvé. Par exemple, si j'ai choisi le 4 et qu'il dit c'est le 2, je dis non c'est pas le 2, je révèle le 2, j'avance de 2. Donc il y a ce petit truc qui est malin quand même, en termes de bluff et de réduction. En plus évidemment il y a un côté déduction puisque de plus en plus il y a... Et après on peut choisir de continuer ou pas, donc c'est plutôt malin, je sais pas, par contre j'ai trouvé ça quand même un peu, je sais pas, en termes de durée de partie, je sais pas, on joue chacun notre tour, à chaque tour en fait on est 2 à jouer, en tout cas auprès de l'enfant, donc dont c'est le public quand même, ça a beaucoup moins bien marché que Molo l'escargot, peut-être parce que ben, le bluff est compliqué encore à 6 ans, hein, mais bon, il était content quand il avançait et tout. J'ai quand même trouvé ça inférieur à Molo l'escargot, c'était pas désagréable. Je comprends qu'il y ait le côté entre adultes où ça peut être rigolo parce que c'est un peu con, mais ça va pas beaucoup plus loin quand même.
Alors ça, Owner's Choice. Écoutez, il faut que j'y rejoue. Une partie m'a pas suffi du tout. C'est un jeu de shared incentive, hein, de stockholding, donc de trucs d'action là. J'aime bien ce genre-là. Et celui-là, il est vachement propre, clean, parce que on a une piste et la partie s'arrête quand on a fait le tour de la piste. Et en fait, à chaque tour, donc on prend des parts de certaines entreprises qui sont de ces différentes couleurs là. Et en fait, à notre tour, on choisit d'avancer entre 1 et 3 ou 4, je sais plus, ça dépend du nombre de joueurs ou joueuses. Et selon la case où on arrive, plusieurs actions, soit si on arrive sur une couleur d'entreprise, le président ou la présidente de cette couleur, ce qui n'est pas forcément la personne qui a déplacé le pion, choisit une action, notamment de soit lancer le dé et de récupérer les fonds, soit de acheter ou des trucs comme ça, bref. Ou bien il y a d'autres types de cases, et donc le but, c'est évidemment de récupérer de l'argent au fur et à mesure, et de revendre et de racheter pour essayer de être le mieux placé, puisque selon les entreprises, leur prix sur le marché va fluctuer. Donc évidemment, le but, c'est de les acheter moins cher pour les revendre plus cher. À la fin, on vend toutes ces parts d'actions, on a gagné. C'est un genre de jeu que j'aime bien, moi. Il y a joué à 3. C'est facile à expliquer. Celui-là, c'est une bonne porte d'entrée, je pense, dans le genre, moins facile que Startups, mais aussi un peu moins coquin. Parce que Startups, il y a quand même des petits trucs très coquins. Là, c'est quand même un peu plus streamline, comme disent les Américains. Donc ouais, une bonne découverte. J'attends de voir, il faut que je refasse 2-3 parties pour me décider vraiment. Celui dont je parlais qui était nul, que peut-être un jour je vous fais découvrir, c'est celui-là. Il est sorti là chez Yellow, typiquement, voilà, ça c'est le genre de jeu, arrêtez de sortir ça quoi. Enfin, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, j'ai joué en solo, mais Cyrus avait essayé, et il avait trouvé ça vraiment nul à plusieurs, à Essen. Notamment, il avait dit, en fait c'est un jeu solo, Cyrus c'est quelqu'un qui aime bien l'interaction. En tout cas dans les jeux où on est à plusieurs autour de la table. Et pour le coup, effectivement, Imperial Miners, c'est du pur solo, quoi. Enfin, il y a vraiment zéro interaction. Je vous parlais de Powerline, et là, on est un peu aussi là-dedans, où vraiment, il n'y a aucune interaction. Ça se place un peu dans l'univers d'Imperial Settlers. Bon, après, moi, le fait qu'il n'y ait pas d'interaction, si c'était un bon jeu solo, c'est pour ça que j'ai joué en solo, je m'en fous, si le jeu était bien. Mais en fait, il est juste pas bien, le jeu. Il y a ce côté... Enfin, ça apporte rien à son tour. On va poser des cartes et on va après, selon la carte qu'on a posée, remonter. Il faut s'imaginer des nains qui vont à la mine. On va remonter, activer toutes les cartes jusqu'en haut. Donc si je viens de poser celle-ci, je peux remonter et il faut que je remonte. Enfin, je peux pas activer celle du même niveau. Alors il y a des niveaux, là c'est le niveau 4, 3, 2, 1, on est obligé de le poser à ce niveau-là. Par exemple, si je pose ça, je peux faire ça, puis ça, puis ça, puis une de ces trois-là. Si je pose ça, j'ai un peu plus de choix, je peux faire ça, 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 ça. Bref. Voilà, j'active mes trucs, et quand je les pose, j'essaye de faire en sorte que les petits wagons, ils soient connectés pour apporter des points, et puis j'essaye de faire des synergies entre les familles. Il n'y a pas vraiment grand chose de très intéressant là-dedans, ni dans aucune carte, ni dans les synergies de famille, ni... J'ai vraiment trouvé ça très quelconque. Les pouvoirs sont pas rigolos, le système est pas drôle. Thématiquement, je comprends le truc un peu de remonter à travers la mine, mais franchement, ouais. Et puis, ouais, je sais pas, c'est inconséquent. C'est nul. Voilà, aucun intérêt comme jeu. J'en ai fait 2 parties, mais c'est vraiment 2-3 même, je sais plus. C'est nul. J'ai joué à ça, à Unrest, qui est arrivé en alpha sur Board Game Arena, qui est un jeu chez Pandasaurus. Je rappelle que Pandasaurus, ils ont un truc au cul qui est toujours pas résolu, qui est des accusations d'employés sur les patrons. Je dis à chaque fois que je parle d'un jeu Pandasaurus. C'est un jeu à 2 uniquement, où quelqu'un incarne l'Empire et l'autre la Rébellion, et c'est sur des contrôles de quartier. J'en ai fait plusieurs parties et j'ai pas encore d'avis définitif dessus. En tant que Rébellion, on va d'abord choisir sur les 2 quartiers sur lesquels on va vouloir jouer. Donc là par exemple, il jouerait sur la capitale et le ministère de la vérité. Voilà. Et après, on va placer 3 cartes, dont une visible, que l'adversaire, donc l'Empire, va pouvoir voir. L'Empire, lui, il choisit 2 jetons action parmi les 4. Les 2 qu'il a choisis, il ne pourra pas les choisir au tour suivant, donc voilà. Et après, il a de nouveau les 4. Donc il y a un tour où il va en choisir 2, un tour où il va choisir les 2 autres, et le tour suivant, il aura le choix de nouveau parmi les 4. Sachant que ça dure 8 tours, je crois. Et donc, pour l'objectif pour la rébellion, c'est de prendre 3 quartiers en 8 tours. Il y a une variante où c'est prendre la capitale. Tandis que pour l'Empire, c'est d'empêcher que ces quartiers soient pris. Et pour ça, donc, l'Empire va pouvoir détruire des cartes, va pouvoir choisir de mettre les cartes où il veut, etc. Sinon, une fois que l'Empire a fait ses 2 actions, la rébellion place ses cartes
sur les quartiers visés. Donc là, il a le droit d'en placer là ou là, les répartir librement. Celle qui était face cachée, elle reste face cachée. Celle qui était face visible, elle reste face visible. Et la rébellion peut toujours aller voir les cartes face cachée, il n'y a pas de mémoire là-dedans. Et pourquoi on fait ça? Comment on fait pour prendre les quartiers? C'est parce qu'il y a 4 types d'objectifs. Il y en a un qui sera toujours là, c'est atteindre 21 ou plus de valeurs dans le quartier. Ça, c'est un truc qui sera toujours là dans toutes les parties. Et sinon, il y a pas mal de petits objectifs différents. Alors, je trouve que les objectifs sont un peu redondants et pas foufou, quoi. Là, c'est avoir plus de 4 en bleu et plus de 4 en jaune. Ben, ici, c'est résolu. Pouf, et ben hop, ce quartier, il est pris. Voilà. Sachant qu'on peut tout à fait réutiliser le même objectif pour différents quartiers. Alors, bon, c'est quand même assez tendu toutes les parties que j'ai fait. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Ça, c'est cool. Après, je trouve que c'est un peu redondant en termes de partie en partie. Voilà, là, c'est faire une suite de 4. Là, c'est faire en sorte qu'il y a 8 rouges et aucun bleu. Et ça, ces objectifs-là, l'Empire les voit, donc il sait un peu aussi... enfin, je sais pas, c'est pas désagréable, mais j'ai l'impression d'en avoir un peu fait le tour déjà, malheureusement, mais le système est pas nul, mais bon. En tout cas, ça m'a l'air équilibré, quoi. J'ai rejoint un peu un non merci sur BGA avec des randoms, c'est toujours aussi incroyable. Pareil, ça sera aussi dans la vidéo de novembre qui sortira bientôt. Flip Freighters, donc, voilà, ce jeu-là. C'est un flip and ride qui est arrivé sur BGA, qui est vraiment pas très intéressant du tout. Hein. Bon, je pense que c'était un print and play à la base et que ça devait être un genre de... L'idée est louable, c'est-à-dire que je pense que c'était une espèce de... Je sais pas s'il a participé à un concours ou quoi, mais en tout cas, il y a l'idée de faire ça avec juste un deck de cartes de 52 cartes, bon. Voire même moins, je pense qu'il n'y a pas les rois et tout. Par contre, il y a des jokers. Et donc, on fait 3 cartes, et après, ouais, le problème, c'est que c'est vraiment très très quelconque, quoi. C'est là, il faut mettre des chiffres différents, là des chiffres égaux, là, aller de 6 à 1, là de 1 à 6, là, on peut mettre ce qu'on veut, là, c'est que les carreaux, les trucs, les machins. Et donc, en fait, les cartes, souvent, on les utilise effectivement pour remplir un truc en respectant les contraintes. Donc là, j'ai le droit de sauter des trucs, hein, je peux aller de 6 à 3. Ou soit je fais partir le camion. Si je fais partir le camion, j'ai plus le droit d'écrire quoi que ce soit. Et bah voilà, selon comment ça marque des points, voilà, si j'ai réussi à remplir plus ou moins, ça va rapporter plus de points. Ces camions-là, on va faire la somme, etc. Bon, voilà. C'est vraiment... bon, j'y ai joué en solo, hein. Aucun intérêt à y jouer à plus, de toute façon. Et c'est vraiment pas foufou, quoi. Mais bon, après, encore une fois, c'est un print and play, il y a l'idée de faire avec le deck de cartes. Alors moi, je compte pas du tout les cartes qui sont tombées, hein. Sur BGA, on peut consulter la défausse, et donc voilà. Mais ça donne un truc trop calculatoire pour moi, et ouais, je vous avoue que j'ai pas été convaincu du tout par ça. Celui-là, c'est le jeu de Taylor Rayner, il est arrivé sur Trickster Stable. Short the Suit, enfin c'est un des deux jeux de Taylor Rayner, donc de Taylor's Trick Taking Table, qui était présenté au Tokyo Game Market. Donc celui-là est dispo sur Trickster Stable. Écoutez, c'est un jeu, j'ai fait quelques parties, donc c'est illustré par Saïbepou, la best. C'est absolument charmant, il a fait des vidéos, il présente la partie, je vous mets ça dans le lien, enfin en vidéo à la limite, en haut à droite. Et donc en fait lui c'est son idée, et puis il fait aussi une espèce de journal d'auteur dans sa vidéo et tout, donc voilà, et puis il montre bien le matériel qui est effectivement assez charmant. Et donc lui il voulait faire un truc qui valorise le fait de se créer des coupes en fait, notamment être short suited, voilà, et suit, du coup il a fait des costumes. Enfin bref, il y a plein de petits détails d'illustration qui sont rigolos, où plus c'est grand et plus les costumes sont grands, etc. Et donc l'idée, c'est au début on va mettre de côté 5 cartes, et avant son tour, je crois, on peut piocher une carte, si on veut, mais on n'est pas obligé, et la manche finit quand quelqu'un n'a plus de cartes en main. Hein. Donc on compte pas les 5 mises de côté, donc manche variable, durée de manche variable, et il y a autant de manches que de personnes autour de la table, et il faut essayer de marquer des points, et pour marquer des points, en fait, alors chaque pli vaut un point, c'est la classique, chaque paire, et si en fait on doit couper, donc qu'on n'a pas pu suivre, la carte, au lieu qu'elle soit prise par le pli, alors la personne qui a gagné le pli gagnera son pli, mais on récupère la carte qu'on met de côté et qui nous fera, entre guillemets, un truc qui montre qu'on n'a pas pu suivre. Et donc pour chaque paire de plis
et truc qu'on n'a pas pu suivre, ça fait 3 points. Donc si par exemple j'ai fait 5 plis et que j'ai pas pu suivre 3 fois, j'ai marqué 5 points pour mes 5 plis, plus 9 points pour les paires de 3 plis et 3 fois où j'ai pas pu suivre. Ça se cumule, ça s'annule pas. C'est pas exclusif quoi. Ce qui me fera un total de 14 points, ce qui est pas mal. Mais si j'ai fait exactement autant de plis que de trucs que j'ai pas pu suivre, à ce moment-là, chaque paire comme ça vaut 5. Donc si j'en ai fait 5 et que j'en ai fait 5 où j'ai pas pu suivre, où j'ai participé à 5 trucs où j'ai pas pu suivre, ça me fait 5 x 5, 25. Plus les 5 plis, donc 30. Vous voyez, ça fait une grosse différence. C'est intéressant comme truc parce que effectivement, ça donne de l'importance au fait de vider sa main au début pour se faire des coupes. Ça donne aussi des moments, en fait, il faut les gagner les plis. Idéalement, il faut essayer d'en gagner. Parce que si je gagne 10 plis, c'est 10 points. Quitte à ce que je fasse un peu moins sur le reste. Mais du coup, il y a ce choix de qu'est-ce que je mets de côté. Est-ce que je vais mettre des trucs forts de côté pour les reprendre plus tard, pour regagner des plis, pour rattraper les... Est-ce que je me fais des coupes tout de suite? Est-ce que je pioche ou pas? Est-ce que là, j'ai envie justement de pisser, donc de récupérer des trucs? Donc ça entraîne quand même pas mal de choix. Des quelques parties que j'ai faites, j'ai l'impression quand même que c'est assez léger. Il faudrait essayer en vrai pour voir, parce que souvent les sentiments sont pas forcément les mêmes. C'est pas... J'ai l'impression que l'idée est plus rigolote que l'exécution. Et que pour l'instant les choix que j'ai eus étaient assez téléphonés, assez guidés quoi, et que j'ai pas eu l'impression d'avoir 26 questions à me poser au moment de jouer quoi. Donc à voir en vrai, à voir après plus de parties, à voir aussi parce que là c'est vraiment des IA complètement claqués sur le site, sur l'appli, parce que c'est vraiment pour tester les règles, donc à voir si effectivement plus tard avec des bots IA ou avec des humains tout simplement. Mais j'essaierai de me le procurer, enfin ne serait-ce que parce que c'est un mec qui produit du contenu que je trouve tout à fait essentiel pour moi quoi. Et Of What's Left qui était un jeu de presque des fausses je crois, Almost Shading Games, ça j'ai pas encore pu jouer, mais voilà. En tout cas Trickster Stable hein, toujours. J'ai joué à Ayla, un jeu que j'ai acheté il y a maintenant quelques temps et j'ai enfin pu le sortir. Alors c'est un joueur ou plus et j'ai joué tout seul, j'ai juste fait le chapitre 0, donc le chapitre 0 c'est vraiment un pur tuto, donc j'en reparlerai quand j'aurai avancé. Il y a ce présentoir, on en a un peu parlé avec Paul Gara, il est vraiment relou en fait, il sert à... Enfin, à part la présence sur table, sinon il est plus emmerdant qu'autre chose. Pour l'instant, pas grand chose à dire puisque j'ai fait que le premier scénario, donc difficile de me prononcer. Il y a juste le système est extrêmement simple, ce qui serait plutôt cool. Enfin, moi dans les jeux comme ça qui veulent me raconter un truc, faut pas que ça soit encombré par un système qui va me prendre la tête et où il va falloir que je retourne aux règles. Là, ça m'a l'air assez simple, faudra voir par la suite avec des ajouts de règles. Il y a juste le fait que en termes d'écriture, enfin de mise en scène et d'utilisation du matériel, ça arrive souvent. Alors Yellow a précisé que c'était pas pour les gamins hein, en termes de thématique. Alors le chapitre 0 ne le laisse pas penser ou quoi, enfin on ne sait pas, parce que voilà. Mais parce qu'a priori plus tard ça part un peu dans des trucs un peu plus bressons. Mais ouais, j'ai l'impression, alors on en discutait un peu avec Paul Gara et c'était voilà le fait que par exemple ces enfants là on leur conseille peut-être pas de faire les chapitres ultérieurs, que en fait c'est peut-être le fait d'y jouer en solo, mais ou des mauvaises habitudes de jeu, je sais pas, mais où en fait on passe très vite en fait là-dessus sur la narration, les illustrations sont toutes choupies et tout. Mais là-dessus, on y passe très très vite. Et on passe très vite sur les actions, en fait. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on a des trucs de jeux de gestion ou quoi, mais on arrive vite à... Ah, quel est mon objectif? Je disais donc, et là, on passe très très vite sur l'aspect narratif pour rapidement aller sur le côté plus... là-dessus, quoi, sur les effets, en fait. Alors, je sais pas si c'est le truc de jeu de gestion et tout, mais il m'est arrivé plusieurs fois, en fait, de résoudre le truc et de me dire, attends, mais est-ce qu'on me racontait un truc là-dedans? Ou est-ce que j'en ai rien à faire? Donc voilà, c'était un peu perturbant de ce point de vue-là. Après, encore une fois, à voir l'évolution de la narration, de l'écriture et tout. On verra. On verra. Et je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que j'ai encore autre chose? Non, on a fait le tour, je crois. Rien de plus, donc vous voyez, c'était relativement court aujourd'hui. Je vous propose que, pas de jeux vidéo cette semaine, mais on va passer au hors-jeu. Voilà. Donc le hors-jeu, en dehors du jeu de
plateau, jeux de société et jeux vidéo. Un peu de musique, mais beaucoup de BD surtout. Côté musique, un peu de rap, UK, donc britannique, mais avec des featurings. Il y a Billy Woods notamment, hein, il y a pas mal de monde qui est en feat. Bon, moi je connais que Billy Woods vraiment là-dedans. Ah si, il y a aussi Lucid. Donc avec des featuring américains. On est dans du jazz rap très très cool, vraiment très, très bien foutu. C'est sorti cette année, en septembre je crois, je sais plus. C'est sorti quand? Est-ce que j'ai la date quelque part? Sûrement. Ouais, septembre. Et ouais, on est dans du rap que moi j'aime bien. Bon après, quand on voit les gens en feat, forcément, c'est des esthétiques qui me parlent plutôt du côté du rap. Il faut mettre, comme d'habitude, quelques extraits rapides. Haters said I'ma get what I deserve, inshallah. Everybody dead, but the spirit scared to leave, so snatched out the air. Who do agree? Some clone, some grow from seed, some thrown in the... Catch a couple stains in your soul, give thanks if you ever had a flame to control. Lacks them, weights heavy. Alors c'est un album assez court, hein. Dans l'ensemble il y a des morceaux plus longs, par exemple celui-là il fait 7 minutes et quelques. Il y a des morceaux plus ou moins jazzy. Hein. Alors on est plus du côté du jazz de la force. Et donc si vous aimez le jazz, le rap et le mélange des deux, allez-y. Ensuite, un album de EABS qui rencontre Joby. Donc Joby c'est quelqu'un qui est au Pakistan. EABS ils sont en Pologne. Et donc là on est dans du jazz divers et varié. Il y a un peu de hip-hop mais vraiment on est plus dans du jazz qu'autre chose. Jazz fusion et compagnie. Et qui est là aussi plutôt cool. Assez réussi. Mais voilà, on est plus dans... Bon, après, ça pourrait être des prods de jazz rap, hein, mais... Ça m'a donné envie de me penser sur Joby. Ouais, après, la scène polonaise est ultra riche hein, en Pologne. La scène jazz polonaise est très très riche. Donc voilà, si jamais vous aimez le jazz, là, il y a un peu moins de hip-hop que dans le précédent. Mais deux très bons albums, très content de les avoir découverts. Et on va donc passer aux bandes dessinées. Beaucoup de choses. Je finis mon thé. C'est chose faite. Donc beaucoup de choses. Chez Urban. Sea of Stars, donc un truc de SF, où on est dans une espèce de truc un peu futuriste, où en gros on peut se déplacer et tout. Mais voilà, bon, le gamin devient un peu un surhumain grâce à un truc qui est dans un des musées que porte son père disparaît, évidemment il est pas mort, et il va devenir une espèce d'élu, etc. C'est assez bof, pas ouf. Oui, ça c'est quelconque, un peu lent, et enfin lent au mauvais sens du terme, c'est mal rythmé. Bof. Écuriette contre l'univers Marvel, donc c'est Squirrel Girl. C'est rigolo, mais c'est pareil, c'est aussi assez quelconque. Ça part un peu dans tous les sens, voilà. Et c'est un peu éclaté et c'est pas passionnant non plus. Voilà. Quelques trucs rigolos, mais plus la découverte du personnage qu'autre chose pour moi. Je trouve que l'histoire en elle-même est pas très intéressante et c'est pas très drôle non plus. Ça c'est pas drôle non plus, mais pour d'autres raisons. C'est donc de Tom King, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et dessiné par Mitch Gerads, qui est un comparse qui connaît bien. Et donc Tom King il a travaillé à la CIA et tout, hein, voilà. Et donc ça parle de l'Irak en 2003 et de la Green Zone, avec donc un ancien flic qui est sur le terrain et qui est voilà aussi autour beaucoup de Sofia slash Safia qui est et Nassir qui ont il y a plein d'enjeux politiques à ce moment-là, et de personnes, et de familles, et de traumas, et
Et c'est plutôt bien. Tom King, c'est un peu du hit or miss avec moi. Je suis jamais un grand client. Enfin, j'ai bien aimé Strange Adventures. J'ai trouvé Mister Miracle plus faible. C'est vraiment. J'avais beaucoup aimé Heroes in Crisis. Mais celui-là, ouais, se place plutôt du bon côté. Avec quelques longueurs et tout. Quelques poncifs. Mais bon. Avec un regard quand même, je pense, plutôt américain sur la chose. Même si, voilà, enfin. Je sais pas. Après, lui est quand même bien placé et tout pour parler de tout ça, pour le coup. Mais bon, c'est pas un truc pour les gamins hein, du tout. Hein. C'est un one-shot assez. Enfin, c'est quand même assez violent à plein de niveaux, que ce soit au niveau visuel et au niveau du propos. Mais bon, c'est jamais le découpage qui brille ou quoi. Michirat, c'est toujours très fort. C'est un oiseau de Steve. Là aussi, c'est un one-shot. C'est Steve comment? Steve T. Seagal. Et pour le coup, alors c'est un oiseau, c'est bien sûr en référence à Superman, mais c'est parce que c'est un écrivain qui se fait proposer Superman et qui refuse parce qu'en fait, lui, c'est lié à un trauma, Superman. Enfin, en tout cas, il veut pas, il sait pas quoi en faire de cette proposition. C'est assez cool. Ça parle beaucoup moins de Superman finalement que de la vie de ce personnage. Et ouais, c'est plutôt. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt réussi aussi. C'est un truc très intimiste sur voilà et comment est-ce que Superman représente un peu tout ça et la confrontation entre guillemets au fait de faire Superman. Donc ouais, plutôt intéressant aussi sur la maladie, le deuil, etc. Plutôt réussi je trouve. Ça aussi assez réussi chez toujours Urban, donc c'est Batman Huntress et c'est Cry for Blood. Et j'ai trouvé ça plutôt cool d'un point de vue visuel notamment. Alors je sais plus de quand il date, je crois que c'est un truc qui date du début genre des années 2000. Qui est là hein, une espèce d'intégrale. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment. Je connais très peu Huntress, mais il y a vraiment un côté plus gritty et mafia, puisque elle, c'est une héritière qui vient un peu de la mafia sicilienne. Et donc il y a ce côté un peu Batman, mais de Al Capone et de la prohibition, etc. Et plus que le côté super-héros qui finalement est un peu à côté, et j'ai trouvé ça plutôt cool, et visuellement aussi j'ai trouvé ça plutôt réussi. Alors j'ai beaucoup moins aimé les espèces de one-shot qu'il y a là sur la fin, j'ai bien aimé Cry for Blood en fait, ça un peu moins là les deux, j'ai trouvé ça plus quelconque. Ça, Kennel Block Blues, alors j'avais jamais entendu parler, je l'ai pris un peu au pif à la médiathèque. C'est très très coloré, ça parle de l'univers carcéral, notamment pour les animaux, et voilà, où il y a plein de différentes espèces d'animaux qui s'affrontent et compagnie, et les gardiens qui sont symbolisés de manière un peu abstraite, et notamment ce personnage-là, dont je ne me rappelle plus, Oliver, voilà, qui y arrive, qui a été évidemment abandonné et qui a du mal à l'accepter, et ouais, qui s'intègre là-dedans, et qui... C'est rigolo parce que, enfin, visuellement, il y a quand même des trucs où vraiment lui, il mélange son univers complètement halluciné et tout joyeux parce qu'il est dans le refus à l'univers carcéral beaucoup plus sombre. Là aussi, c'est relativement violent, mais j'ai trouvé que ça s'essoufflait très vite et que ça racontait pas grand-chose et les personnages sont pas spécialement attachants ni rien. J'ai trouvé ça assez moyen, voire pas très bon. Et du coup, j'ai trouvé que l'aspect plus coloré et tout était un peu forceur. Ça, j'ai pas kiffé non plus, alors que pourtant ça avait été bien accueilli. Donc c'est de Brubaker. Faut savoir que je suis pas un grand fan de Brubaker, moi, en termes d'auteur. J'ai pas aimé trop ces Catwoman ou quoi. Enfin, ça dépend, en fait. Un peu comme Tom King, mais voilà, bon. Alors lui, il dit qu'il a cette idée depuis très très longtemps de faire ce personnage. On est vraiment dans une espèce de thriller un peu fantastique, etc. Avec des ados. Vraiment... je sais pas si tu y as pensé depuis si longtemps, mais j'ai l'impression que c'est quand même un truc où on se dit hey, Stranger Things, ça marche, let's go, allez, vas-y, on va faire des ados qui ont un peu des pouvoirs dans un univers un peu sombre et où ils vont faire des enquêtes. Et bon, j'ai pas trouvé ça. Visuellement, c'est pas mal, mais bon. Enfin, il y a rien qui m'a marqué plus que ça. Si, il y a quand même quelques planches plus marquantes que d'autres, mais ouais. Et surtout, ça parle aussi de relations ouais, entre les personnages et tout, mais je trouvais ça assez moyen. Et ça, c'était Pierre. Ether, donc il y a eu 2 tomes, devrait y en avoir un 3ème parce que l'histoire n'est pas terminée. Mais à vrai dire, il est jamais sorti et je m'en fous un peu parce que c'est vraiment pas très bien. Donc c'est de Matt Kindt. Matt Kindt, c'est quand même le mec derrière Mind Management que moi j'ai trouvé plutôt bon, même si j'ai pas trouvé ça merveilleux. Et ça parle. Alors il y a juste un truc qui est plutôt intéressant au début. C'est un mec qui va dans l'éther, qui est une espèce de truc alternatif composé de l'imaginaire des humains. Et
mais c'est un terrien qui peut y aller, et il y a la fin du premier chapitre qui est intéressant, parce qu'on voit que là-bas c'est... Salut Julien. Bah écoute, là on est sur les BD. Je trouve que ouais, il y a... en fait, lui là-bas c'est un peu... il parle avec un langage assez fleuri, enfin pas fleuri, mais assez évolué, assez... bien plus que la plupart des gens qui habitent dans les terres, où vraiment il y a le côté superstition et tout, alors que lui c'est un mec de la science. Et en fait on revient et on voit que c'est un SDF quoi, sur Terre, et ça je trouvais la dichotomie comme ça assez intéressante, et finalement ça devient vite assez quelconque, parce qu'en fait on voit qu'il est SDF pour des raisons en fait c'est quand même un mec de science à la base et tout, mais j'ai trouvé ça qui est un peu addict à l'éther. Bon, et puis j'ai trouvé tout le récit sur l'éther et tout pas très intéressant, donc bof, pas mémorable, hein, on se passera du troisième. J'ai déjà oublié les deux premiers. Jeff Lemire, j'ai lu pas mal de trucs de lui, c'est un mec assez connu. Là il est aussi au dessin, je trouve que le dessin est plutôt cool d'ailleurs. Salut Mops, merci, bonne fin de journée à toi. Et donc on est dans une espèce de... Alors c'est intéressant, c'est un peu fouillé hein, ce truc, notamment en termes de... C'est rigolo parce que ça a souvent été mis en valeur, mais il y a en fait des fois il faut retourner le livre. Et alors en fait moi au début je pensais qu'il fallait le lire à l'envers, après un peu comme un manga ou quoi. Et en fait non. Et du coup je trouve que ouais ça manque de clarté et de lisibilité qui est un peu... qui nuit à la narration, parce qu'en fait... c'est des trucs qui se croisent. Alors c'est pas inintéressant parce que du coup c'est deux destins qui se croisent et qui se rencontrent à certains moments, ce qui d'un point de vue de la mise en scène est plutôt cool. D'un point de vue du fond, on est dans de la SF assez classique et pas... Voilà, c'est pas... Enfin, il y a rien de... C'est aussi une histoire d'amour surtout, effectivement. Mais ouais, et bon, j'ai trouvé ça, ouais, écoute, je trouvais ça confus en fait. C'est dommage parce que je trouve que cet exercice de style un peu... euh, de vouloir... ouais, moi j'aime assez le trait hein, dans l'ensemble, mais cet exercice de style, de vouloir un peu mélanger les trucs, je trouve que ça fonctionne pas et que ça aurait mérité une mise en scène un peu plus claire, quoi. Donc pas mal, mais bon, pas plus que ça. Ça, Cable, donc c'est le fils de Scott Summers et de machin. C'est une espèce de... comment dire, compilation de différentes histoires. Je crois que c'est autour de Dawn of X, mais je connais pas bien. Je connaissais très mal le personnage, je le trouve pas très sympathique. Je trouve que ça raconte comme BD en termes de... c'est pas très intéressant. Le trait est très quelconque, bon, à oublier. Mémoire d'un frêne, on part vers du manga. Donc ça, c'est de Park Kun-mong, qui est un auteur coréen. Donc c'est plutôt un manhwa, j'imagine, je sais pas. Et donc, bon, alors là, c'est pas la joie, ça parle en fait de la guerre et de l'épuration, ouais, les purges qui ont pu être faites en fait. Et donc, ça se place, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue d'un frêne, donc dans une forêt où il voit ce qui se passe petit à petit, et notamment un grand massacre politique. Alors, on est vraiment dans ce genre de trait là qui est assez. Ouais, il y a des images quand même assez marquantes, hein, voilà, où là c'est voilà, le bétail, etc. Et ça parle évidemment de politique, de la Corée, et de comment lui, en fait, ce qui est assez fou, c'est que le frêne, lui, en fait, ça lui... Voilà, ça c'est quand même assez ouf en termes de mise en scène, il y a vraiment des très belles choses. Ça le distrait, et il n'a pas l'habitude, en fait, qu'il se passe des choses autour de lui, et du coup, il est là d'un air un peu... Et il y a eu cette volonté, alors l'auteur en parle dans la postface ou la préface, c'est de prendre un point de vue un peu extérieur, parce que c'est des sujets tellement difficiles que c'est pas pour amoindrir, mais que voilà, ce côté un peu observateur silencieux et qui voit des trucs autour de lui, quoi. J'ai trouvé ça plutôt bien. Autre manga mais chinois, je crois, cette fois de Lee Kun-woo, donc c'est Empreinte. Alors c'est pas mal, c'est pas aussi marquant, mais c'est beaucoup plus du quotidien. C'est en fait un gamin, je crois, à Londres, qui demande à son père des informations en fait sur sa Chine. Sur la Chine, qui est un peu son pays d'origine, et que ses camarades sont curieux. Donc ça parle de plein de trucs de la Chine, en fait. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est assez... voilà... c'est parfois drôle. C'est vrai qu'il y a un peu d'humour ici et là. Mais voilà, ça parle de plein de trucs où l'auteur... En fait, lui se renseigne et il se passionne, le père, du coup, pour... Ah, mais tout ça et tout, pour pouvoir le raconter à son fils. Donc ouais, si vous avez l'occasion, pourquoi pas.
J'ai lu Mutafukas pour le bien de Proxy Jeux, et écoutez, c'était bien. Il y a eu plein de très bons échos là-dessus. C'est donc chez Ankama, label 619, je crois. Ouais, c'est ça. C'est bordélique, il y a un côté très GTA, effectivement, dans l'esprit, avec vraiment guerre des gangs, truc très vulgos et très violent, mais une violence assez décomplexée, assez... Et puis après, ça part dans des trucs un peu sur des aliens et tout, un peu complotiste et compagnie. Mine de rien, on pourrait penser que ça part dans tous les sens, mais c'est quand même assez droit dans la façon dont ça va à son but et dans la manière dont ça utilise ses personnages. Ouais, c'était cool effectivement. Pas un truc inoubliable pour moi, mais c'était bien. J'ai trouvé celui-là, là, la préquel, année 0, là, tome 0, It Came From The Moon, je l'ai trouvé beaucoup plus quelconque. Ouais, ça m'a un peu... Bon, voilà. J'ai pas trouvé ça merveilleux, quoi. Il y a un truc sur les nazis, sur la ligne et tout. Plus pulp, effectivement, mais bon, pas trouvé ça merveilleux. J'ai aussi lu Doggy Bags, que j'ai emprunté, qui pareil, c'est aussi du 619. Et bon, je vous avoue que il y a des trucs bien, notamment d'un point de vue visuel. Bon, il y a quand même des pointures, hein, il y a Babelais, etc. Je crois que j'ai préféré quand même le tome 2, qui est vraiment sur de la littérature pulp très classique, très American trash un petit peu. Bon, voilà. Pas trouvé ça incroyable. Ça, il y a vraiment un côté un peu... ouais. C'est un peu du truc Z, quoi. Mais bon. Pas trouvé ça incroyable non plus. À part visuellement, il y a des bonnes idées. Celui-là, pareil, en fait, c'est assez inégal, quoi. Au sein même d'un même récit. J'ai également lu Barthélemy, l'enfant sans âge, donc un tout petit récit qui est plutôt cool, celui-là, j'ai bien aimé. C'est en fait un... Voilà, il meurt, lui, donc on est sur ce genre de trait-là. Et en fait, lui, il redevient toujours enfant, et donc il va revivre sa vie d'enfant, et il en peut plus, quoi. Et il va rencontrer notamment une autre personne qui a ce même genre de truc. Et ouais, ça retrace pas mal plein de trucs sur le fait de vieillir, etc. J'ai trouvé ça assez réussi. Pareil, si vous avez l'occasion, je vous le conseille, c'est de Simon Roussin, que je ne connaissais absolument pas. En format italienne, Vie de la mort, j'ai trouvé ça beaucoup plus quelconque pour le coup. J'ai vraiment... Enfin, c'est vraiment des strips. Et ça arrive jamais à être vraiment drôle, je trouve. Donc ça parle de la mort, évidemment. Et ça dépend évidemment des strips, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est assez oubliable. Il n'y a pas le côté un peu existentialiste qu'il peut y avoir dans certains strips ou quoi, ou sur la mort. Bon, ouais, il y a pas mal de trucs qui tombent à plat, je trouve. Donc voilà. Revoir Paris de Peters et Schuiten, c'est des auteurs que j'aime beaucoup, qui ont fait les cités obscures et tout. Notamment hein, d'un point de vue de l'architecture et du dessin de l'architecture, ils sont trop puissants. Pour les grands ensembles et tout, voilà, dans les cités obscures, c'est absolument merveilleux. Hein. Enfin, ils sont de toute façon, hein, enfin, en termes visuels, c'est assez ma boule. J'ai trouvé par contre le récit un peu plus quelconque, de la SF assez classique, sur, ouais, oublier l'évolution. Alors, je sais que c'est de la SF par contre où jamais ils s'embarrassent trop de raconter et d'expliquer des trucs, ça je suis plutôt client de ce point de vue-là. Je préfère que ça plutôt que de vraiment surexpliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi on est à cette époque. Là, c'est plus centré autour du personnage et de ce qu'il essaie de retrouver, bon, sans plus. Diaboloman, donc ça c'est une adaptation du film que je ne connais pas, film de 77, et qui parle, bah en fait, bon, c'est un truc du quotidien où ça parle des années 60 à Paris. Voilà. J'ai trouvé ça visuellement, c'est assez dans ce qu'on peut s'attendre de ça. Et puis, ouais, bon. J'ai pas trouvé ça très oubliable. Alors évidemment, c'est intéressant, hein, ça parle de plein de choses. De la relation à l'autorité, les parents, l'école, etc., etc. Mais le 13 prête bien à toutes ces thématiques, juste ça m'a pas marqué plus que ça, quoi, mais vous pouvez... Les cités obscures, ouais, j'ai lu, en fait j'ai le tome 1, parce qu'ils sont quand même pas donnés, et ouais, c'est incroyable, hein. Les cités obscures, moi je trouve ça merveilleux. Ça c'est la grosse baffe des 2 semaines, là, In Waves, lisez ça, hein, de Haji Go. Je vais pas en dire trop, mais j'ai trouvé ça bouleversant. Que ce soit dans la mise en scène, enfin ça raconte tellement de choses.
Ça c'est fou. Incroyable. Hein. Les transitions de page en page et tout. Ah ouais, c'est par contre, ouais. J'en dis pas trop parce que voilà. Mais ouais, j'ai trouvé ça très très brillant d'un point de vue visuel. Les parties un peu sur l'histoire du surf sont un peu inférieures, je trouve, même s'il y a des trucs intéressants. Mais en fait, c'est parce que c'était le projet de départ, hein, de faire un truc sur l'histoire du surf. Mais ouais, c'est vraiment brillant. Celui-là, je l'ai emprunté à la médiathèque, mais je pense que je l'achèterai parce que j'ai vraiment été... je l'ai après prêté à... Enfin, j'ai dit à ma compagne de le lire aussi parce que je trouve ça vraiment très beau. Mais ouais, par contre, c'est la déprime. Corps en grève, donc là aussi on parle de politique, ça parle en fait là aussi d'un truc, d'un récit où il y a eu une grève de la faim pour obtenir une régularisation de papier pour les sans-papiers en 73 dans un bidonville. Et bah voilà, ça parle de plein de choses. Bon, au-delà du fait que effectivement ça parle de trucs vécus sur les relations aux hommes, aux femmes, sur la relation à l'État, sur les sacrifices qu'il faut faire, sur la médiatisation, etc. Classique, truc un peu documentaire, mais je vous le conseille quand même. Song, c'était pas mal aussi. Donc ça, c'est un truc qui est de Han et Pauline Guiton, qui parle de la mère et de la fille, et surtout de la mère quand même, mais de la manière aussi dont ça a influencé la fille. Hein. Et je trouvais les traits très doux, pour le coup, je trouve ça très très joli. Et bah en fait, c'est la maman qui va découvrir un peu la vie de sa mère à plein de moments de sa vie, etc. Et un peu la découvrir aussi par ce biais-là, et ça parle évidemment de plein de trucs très intéressants de la politique de l'Asie du Sud-Est de l'époque, et de la vie dans le maquis, de la difficulté d'être une femme là-dedans. Et je trouve ça assez... Enfin, le trait, ouais, je trouve qu'il est vraiment assez fin, assez... Enfin, j'aime bien quand c'est comme ça et qu'il n'y a pas tellement de dégradé, de nuances. Et de la relation, évidemment, de l'héritage, de la filiation et compagnie. Hein. Mais ouais, plutôt cool, c'est un one-shot. Coquelicot d'Irak, très très bien, de Trondheim aux illustrations, mais surtout Brigitte Findakli qui est sa compagne, et qui est là aussi un peu autobiographique, et qui parle en fait du parcours de la vie d'Irak des années 60 à aujourd'hui, et ça parle de plein de choses, alors toujours avec ses illustrations, c'est drôle, c'est vraiment, enfin, là-dessus, ils sont trop forts, quoi. Et que ce soit de la mise en scène ou de l'écriture, c'est vraiment drôle, mais en même temps, ça parle de plein de choses très intéressantes, vraiment une très bonne découverte aussi de ces 2 dernières semaines. J'ai aussi continué Bolshoi Arena, j'ai trouvé le tome 3 à la médiathèque, écoutez, c'est de pire en pire malheureusement. J'avais dit que le tome 1, je l'avais trouvé sympa, notamment pour le côté un peu vertigineux, que le tome 2 commençait bien, j'avais l'impression que ça allait se recentrer sur le personnage principal et sur un truc un peu plus dans l'intimiste et dans l'interne, et où ça partait dans des trucs politiques très mal gérés, je trouve, et où c'était pas... ça partait un peu dans tous les sens, et malheureusement, Révolution, c'est de pire en pire, c'est-à-dire que ça suit son récit, et le côté... ouais, ça va très vite, ça parle pas beaucoup de ses personnages, il se passe pas grand chose, je sais pas, l'aspect politique est aussi un peu expédié entre guillemets, et un peu facile à... j'ai pas trouvé ça brillant, et je trouve que c'est de pire en pire, ouais, avec le temps, parce que ça part dans la direction qui m'intéresse le moins. Haute Picot, j'ai lu 2 choses de Haute Picot. L'air de rien d'abord, qui sont des strips que j'ai trouvé assez quelconques, bon, une centaine de strips, bon, voilà, j'ai pas trouvé ça spécialement marquant ni rien, ni visuellement, ni d'un point de vue du propos, ça m'a pas parlé plus que ça, hein, voilà, on est sur ce genre de truc, où ça parle du quotidien du monde, d'une manière un peu désabusée, mais en mettant un peu tout au même niveau, j'ai pas trouvé ça brillant. Et celui-là était par contre beaucoup plus sympa, puisque c'est un récit de A à Z, de Amalia donc, de ce personnage-là qui est en burn-out et tout, et où ça parlait effectivement de l'état du monde, mais où j'ai l'impression que elle fait beaucoup mieux que dans les strips. On garde un peu ce côté très du quotidien qu'on trouvait dans l'autre, mais où voilà la difficulté d'être mère, etc., mais aussi d'être ado, notamment avec cet ado-là, ça échappe pas à plusieurs poncifs et des trucs un peu simples, mais c'était beaucoup mieux en tout cas que les strips. Et l'autre baffe de la semaine, c'est celle-ci. Bon, Frédéric Peters, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Hein, c'est un mec que je considère comme un génie de la bande dessinée. Moi, c'est le mec qui a fait Lupus, qui a fait plein de trucs. Et qui a fait. Je vous avais parlé aussi de Pachyderme, que j'avais trouvé plutôt réussi.
Et Pilule Bleue également, qui est fou. Et Oleg, c'est un truc là aussi biographique, et où ça parle de la création, ça parle de la relation, ça parle du fait de vieillir, ça parle de l'héritage, ça parle de la difficulté de créer 20 ans plus tard. Truc philosophique, truc d'amour. Et c'est, comme toujours, Peters, il est trop trop fort, quoi. C'est un... il dessine tellement bien, et puis pareil, il y a aussi de l'humour. Il y a toujours ce côté un peu intello dedans, dans les références et tout. Mais c'est... Ouais, bah celui-là, ouais, pour moi, franchement, enfin, de manière générale, Lee Peters, hein, c'est trop trop bien. Notamment le début, en fait, du récit est très très réussi aussi, les quelques premières pages. Mais il y a un switch un moment, et pareil, c'est pas la joie, mais de toute façon, Peters, il fait jamais des trucs où c'est trop la joie, quoi. Mais j'ai trouvé ça très très brillant. J'ai aussi conseillé à Pauline de le lire parce que je trouve que d'un point de vue de comment il écrit de manière tellement juste que c'est ouf. Enfin, ouais, je sais pas, c'est petit génie. Zoc qui est sorti il y a pas très longtemps, je sais plus quand, et qui est plutôt une bonne surprise. C'est vraiment plus enfantin pour le coup. Parce que des fois je prends un peu au pif, hein. Et donc ça c'est de Jade Kou, et j'espère que je le prononce bien, et qui est en fait l'histoire de, pareil là aussi c'est la situation vraiment ex nihilo, c'est cette gamine là en fait qui a le pouvoir de tirer de l'eau, voilà. Et on nous explique pas pourquoi, on sait pas pourquoi. Elle va rencontrer un gamin qui lui, quand quelqu'un a des émotions trop tristes, s'enflamme. Et voilà, et c'est que faire de sa vie, que faire de ce pouvoir. Et c'est vraiment assez pour les enfants, quoi. Enfin, je pourrais le mettre sans peine entre les mains d'un gamin de primaire, quoi, d'élémentaire, de 8-10 ans, quoi. Mais ouais, sur que faire de ce pouvoir, qu'est-ce que faire de sa vie, en fait, tout simplement, quand on est un peu différent. Et ouais, j'ai trouvé ça très, très réussi, ouais. Là aussi, c'est un one-shot. Un truc un peu plus ancien, c'est le singe de Hartlepool de Lupano et Moreau. Moi j'aime bien Lupano en général, hein, c'est un mec que j'aime bien. De manière générale, là aussi c'est très bien, notamment le tout petit twist de fin, que je révélerai pas ici mais que je trouve brillant, qui se base sur un fait divers / légende britannique, et qui est, là aussi, Lupano est drôle en fait souvent, hein. C'est un mec, enfin c'est lui qui a fait les vieux fourneaux, et c'est lui qui a fait plein de trucs, et c'est un mec, enfin, c'est à la fois triste, parce qu'effectivement ça parle de racisme, de conflits, peut-être un peu d'un point de vue un peu condescendant et méprisant sur le petit peuple, mais et en gros il y a un naufrage, lui il arrive là avec l'uniforme français, et les Anglais vont le prendre pour un soldat français, quoi. Et c'est un peu la bêtise de la populace. Il y a un côté en fait Monty Python un peu là-dedans, notamment un simulacre de procès qui rappelle forcément le procès de Sacré Graal, et avec cette petite fin qui est quand même assez rigolote. Voilà. Plutôt cool. Ama, on retourne chez Peters. Donc là, on est plus dans son mini. Alors, Peters, il a ce côté très autobiographique, très truc du réel. Et d'un autre côté, il a cette SF un peu hallucinée par moments, Pachyderme étant vraiment truc plus surréaliste. Et donc, Ama, il y a eu 4 tomes et j'ai lu les 4. Et très bien, encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je préfère quand il est dans le réel. Après, de toute façon, qu'il soit dans le réel ou dans la SF, il y a plein de thèmes qui se recoupent. Là, la paternité, etc. etc. Il y a Saint-Thème qu'il faut que je lise, notamment. Mais encore une fois, enfin, notamment dans le 4e tome, mais c'est incroyable ce qu'il apporte. Et puis, ouais, bon, c'est pas très joyeux, ça parle de plein de trucs. Et en fait, c'est vraiment plus de la SF assez intimiste et qui parle de soi-même plutôt que de la SF qui va parler de combats spatiaux et compagnie. Il y a un petit peu de ça, il y a des robots, des machins. Mais je vais pas trop en dire, mais enfin, c'est Peters, il est tellement puissant, quoi. C'est un mec, il est beaucoup trop fort, quoi. C'est un génie pour moi. Enfin, franchement, enfin, il y a... Je veux dire, tu vois une double page comme ça et tu fais what? Et puis en termes de mise en scène, il est trop balèze. Enfin, il y a un moment là dans celui-là, pareil là, regardez-moi ça, c'est incroyable. Et puis en dessin, il est trop fort. Et puis après, dans les thématiques qu'il entraîne et tout, c'est brillant. Le côté plus qui raconte des trucs,
Incroyable, t'es là et en fait tout va. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est si fort ce monsieur? Et ouais, je trouve que le côté plus SF entre guillemets, récit et tout est un peu moins marquant. Mais en fait, il y a tellement de claques que tu te prends et puis ça raconte tellement de choses quand même. Et puis là, ouais, un trait qui est. Enfin, Lupus c'était déjà ça, c'est-à-dire que c'est déjà un récit de science-fiction, mais qui parle vraiment beaucoup en fait du réel et de relations. Et en fait, il sait très bien écrire des personnages. Et c'est ce qu'il fait très bien aussi dans son truc du réel, quoi. Et c'est des personnages qu'il sait écrire. Là aussi, ça manque pas ici et là d'humour. Il oublie jamais de mettre de l'humour dans ses trucs. Ce qui est toujours aussi assez bienvenu, je trouve, dans ce genre de trucs qui sont très sombres. Donc, ouais. Comme dit, moi, c'est vraiment le dernier tome qui m'a emmené vraiment encore plus loin, quoi. Je me suis dit, waouh. Autant le tout premier, j'ai trouvé la mise en place un peu longuette. Et bon, voilà, les thématiques abordées et tout étaient assez classiques. Mais j'ai trouvé, ouais, le. Est-ce que je vais retrouver cette image-là là? Il y en a une notamment où je me suis dit, waouh. Et notamment en termes de structure du récit aussi, ça parle beaucoup de. Ça part un peu en voix off beaucoup, et beaucoup de flashbacks et d'un mec qui lit son journal, ce qui n'est pas forcément ce que je préfère, mais bon, disons que c'est pas absurde non plus en termes de façon de fonctionner, hein, enfin, du tout. Est-ce que je vous retrouve cette image incroyable? Il y a, comme dit, c'est un mec qui fait de la mise en scène comme personne, quoi. Il y a un moment où il y a comme ça un truc qui s'éclate et où j'ai trouvé waouh. Enfin, pour symboliser l'éclatement de la pensée un peu, j'ai trouvé ça mais tellement fou. C'est un truc de zinzin, quoi. Mais lisez Peters, hein. Si vous avez jamais lu Peters, c'est pour moi, ouais, un indispensable, hein, franchement. Enfin, aujourd'hui, c'est un des mecs que je préfère. Et en fait, c'est aussi un auteur qui sait abreuver l'imaginaire, et ça, c'est trop bien. Où quand tu le lis, c'est des images, en fait. Vous avez aussi parlé de Saccage, qui est une BD muette, et où vraiment, t'es là et tu... Waouh. Enfin, c'est un truc où tu peux... C'est le genre de truc dont on fait les rêves, quoi. Et où vraiment, ça t'appelle un imaginaire permanent, quoi. Et je trouve ça trop bien. Bon, écoutez, je retrouve pas. Vous verrez vous-même. Mais ouais, c'est... Il est fort dans tout, quoi. Il est trop puissant. Trop fort. J'ai lu Peplum de Blotch. Blotch, bon, j'en ai lu plusieurs de Blotch. Hein. C'est un mec très connu, hein, quand même. Un petit peu vieux maintenant, mais qui... J'ai pas lu ça, là, Les Aventures de Lucky Luke, je crois. Mais qui a fait plein de trucs divers et variés, qui est un mec qui a un trait très fort. Et donc là, Peplum, ça parle... c'est une réinterprétation aussi un peu de César et de Brutus et compagnie. Et donc lui, il usurpe l'identité d'un patricien et il trouve une femme emprisonnée dans un bloc de glace et il va vouloir l'amour parfait avec cette personne. Et donc il se passe plein de trucs. Ça parle de viol, notamment, de relations avec les enfants, parce que c'est l'époque. Ouais, bon, en termes de traits, c'est du Blotch, hein, donc on aime ou pas, c'est effectivement très noir et blanc uniquement, et très gras, entre guillemets. Mais bon, ouais, ça parle de plein de trucs. C'est pas mal. C'est pas celui que j'ai préféré de Blotch, mais j'aime bien toujours en lire de temps en temps du Blotch parce que à chaque fois il a des propositions quand même assez fortes. Ensuite, Ma Révérence, donc on retourne chez Lupano, mais cette fois illustré par Rodgen, et qui est un truc où ça parle de deux losers. Vraiment, c'est un quinquagénaire, je crois, un peu sur le déclin, et puis lui qui est un trentenaire un peu paumé, qui est un gamin, qui a eu un gamin avec une nana au Sénégal, mais qui est parti parce qu'il avait peur. Et ça parle de leur vécu, de comment est-ce qu'ils sont arrivés à être deux paumés, et donc lui il veut braquer un fourgon pour retourner au Sénégal, mais voilà, évidemment, c'est un peu plus compliqué, du coup ils suivent un peu, et puis on va s'intéresser à la vie du conducteur du fourgon, mais aussi à la vie de lui, et aussi à la vie de lui, et aussi à la vie des parents, etc. Et de comment tout ça un peu a mené à ces personnalités un peu pétées. C'est pas mal, j'ai trouvé ça bien. Là aussi, il y a aussi de l'humour, j'ai trouvé que c'était un peu... Enfin, le récit est un peu patapouf, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas un peu pantouflard, quoi, où c'est pas ci et ça, etc. Mais ouais, si vous avez l'occasion, empruntez-le. Et on va finir avec Grand Silence, que j'ai lu ce matin, qui vraiment n'est pas la joie, puisque ça parle là pour le coup de viol
de pédocriminalité. Alors, ça se veut comme une fable. C'est très appuyé, c'est pas facile à lire. Voilà, notamment dans la même famille, etc. Notamment, ça parle en fait du traumatisme qu'ont les enfants et de comment ça peut se répercuter après et comment des victimes peuvent devenir elles-mêmes coupables. Et évidemment, ça parle de cercle de pouvoir qui lui est d'épuisé, etc. Alors, c'est dans un truc plus ou moins imaginaire, on s'en fout un peu de ça, à vrai dire. C'est ce trait comme ça qui est assez. Qui va bien avec le récit, et en fait, où les violeurs vont devenir rouges et les violets vont devenir tout bleus. Et où du coup il y en a plusieurs qui sont violets forcément en fait parce qu'ils sont à la fois rouges et bleus, et de comment faire en fait, comment faire pour essayer d'endiguer ça. C'est autobiographique, la personne le dit dans la postface aussi, à dire que voilà, elle voulait faire un truc plutôt autour de la fable, etc. plutôt que parce que c'est un sujet à la fois important, mais en même temps en parler de manière trop frontale, c'était pas son envie. Ça reste assez violent visuellement. C'est une BD importante en fait pour enfin, je trouve que d'un point de vue de la narration, du visuel, de la mise en scène, c'est assez quelconque, mais en même temps, est-ce qu'il fallait en faire plus avec ce sujet? Je sais pas. C'est quand même assez frontal au niveau du sujet, ça ne l'évite pas non plus. Je sais pas à partir de quel âge, en fait, ça peut être intéressant de lire ça, parce que c'est un sujet important. Là, voilà, enfin, visuellement, je le mettrais. Enfin, on voit quand même, effectivement, où lui, c'est un mec qui va violer, effectivement, plus ou moins son neveu, et où il l'emmène dans les bois, et où on voit après lui il perd la tête en fait complètement, et je pense que c'est des images relativement violentes pour les plus jeunes, mais en même temps c'est un sujet qu'il faudrait pas garder juste quand on est adulte, quoi. Je me pose la question sur à quel moment le montrer. Voilà pour le hors-jeu, et je vous propose que pour finir on passe à une petite partie. Alors, une petite partie. Non, on veut pas de TTS, nous on veut du navigateur. Alors, une petite partie. N'oublions pas de boire de l'eau régulièrement. Exact. Ou du thé. Buvez de l'eau. Donc, la petite partie, je pensais faire Factory Funner. Je vais juste regarder s'il n'y a pas du monde sur Board Game Arena pour Captain Flip, dont je vous ai parlé, que j'aime bien et que j'aimerais bien faire découvrir. Julien, je sais pas si toi t'es dispo ou si tu es en train de manger ou de digérer ou en famille ou en train de regarder ça en loose day. Mais sinon je vais trouver des randoms. Je vous en avais parlé la semaine dernière de Captain Flip, c'est un jeu qui va sortir chez Playpunk notamment. Je vais faire une partie et puis après tu me diras Julien si tu veux jouer. Donc, parce qu'il est arrivé en bêta, donc je pense qu'il y aura un peu plus de monde que quand c'était en alpha. Regarde pendant que je joue et tu vas pouvoir. Donc à ton tour, tu peux soit la placer, soit la retourner. Si tu la retournes, après, tu es obligé de le placer de ce côté. Moi, je vais la retourner. Voilà. Et là, je dois la placer forcément en bas d'une colonne. Je vais la placer ici. Lui, à la fin de la partie, selon combien j'en ai, je vais gagner X points. Là, pareil, il peut la retourner. À la fin de la partie, si on a 5 canonnières, pardon, et si on a 3 canonnières, on a perdu. Le cartographe, lui, il va me permettre de récupérer la carte au trésor, ce qui va me rapporter 1 point par tour. Donc, c'est cool. Et en cas d'égalité, je crois qu'il gagne. Si je finis la colonne en premier, je gagne 4 points. Si je la finis en deuxième, je gagne 2 points. La partie finit dès que 4 colonnes sont remplies. Là, la carte, elle me rapporte 1 point par tour. Celui-là, il rapporte 2 points par cartographe. Donc lui, il lui rapporte 0. Moi, il m'aurait rapporté 2. Le cuisinier, lui, il rapporte 1 point par tuile dans la ligne où on le place. Donc là, il me rapporterait 1, là, 2, parce qu'il se compte aussi. Là aussi, on va le placer là. Alors il y a plusieurs maps, ça dépend des maps, mais en l'occurrence, celle-ci, là, il y a un côté, c'est la plus interactive, celle où il y a un peu de concurrence pour les pistes. Je vais la retourner. Voilà, c'est celle-ci qui rapporte 5 points, ce qui est beaucoup, mais qui, si t'en as 3 à la fin de la partie, visible, t'as perdu quel que soit ton score. Et c'est à peu près tout, je crois. Après, il y a quelques pouvoirs en plus, mais c'est l'idée. Après, si tu veux, on pourra se mettre en vocal si tu veux, ou bien on le fera en... Ça dépend de tes dispo. Mais donc lui, il rapporte 1 point, et après, il retourne... On est obligé de retourner une des tuiles adjacentes. Donc, par exemple, à côté de lui, c'est pas mal, parce que je vais pouvoir la retourner, ce qui me fait un truc de moins, alors que j'ai déjà gagné les 5 points. Et là, pouf, en plus on l'active, donc ça me rapporte à nouveau 4 points. 2 points et 4 points parce que je suis arrivé en premier.
Lui, il rapporte 4 points si à la fin de la partie, il est en haut d'une colonne, parce que c'est la vigie. Donc là, il lui rapportera 0. Bah, allons-y. On va poser la canonnière, ça me va. 5 points. Ok. Oui, bon, c'est vraiment à peine 10 minutes. Hein. Celui-là, il rapporte 3 points si, dans la ligne et la colonne, il n'y a aucune canonnière. Donc si je peux le poser ici, par exemple, pour l'instant, je gagnerai 3 points. Donc là, il va sûrement gagner les 6 points. Tac. Alors, lui, là, on l'avait pas encore vu. Il fait moins 1 point s'il est visible à la fin de la partie, mais il permet de jouer 2 fois de suite. Donc, allons-y. Hop. Et hop. Par contre, lui, là, il a que 2 points. Pour l'instant. Et il va en gagner 5. Est-ce que tu as compris l'ensemble? Ou pas? Donc là, il va retourner le charpentier. Ah ouais, donc il y a des petits effets en cascade. Moi, je trouve ça très très bien, très sympa. On jouera à Factory Funner une prochaine fois. C'est pas très grave. Tac. Donc lui, c'est de la collection. Là, comme j'en ai 2, ça me rapportera 4. C'est mieux ça que Factory Funner. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est beaucoup plus mon truc. Donc là, il gagne 6 points parce qu'il a complété la colonne en premier. Moi, je gagnerai 3. Non, c'est fixe. Hein. Les tuiles, c'est des tuiles. Hein. Sinon, t'imagines matériellement, ça aurait été très compliqué, je pense. On va la retourner. Ah, ben parfait, ça. Après, moi, comme j'ai 0 mémoire, voilà quoi. Ça change pas grand chose, mais. Ok, tac. Enfin, c'est fixe. Je pense qu'il y a. C'est pas toujours canonnière derrière ça. C'est peut-être ça que t'entendais par fixe. Ça dépend. Mais par contre. Enfin. Je sais pas si je suis clair, même. Ah bah, parfait ça. Oh là 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 là, ce combo. Bon, je pense que je vais gagner. Non, t'as pas moyen de savoir toujours, sinon justement le côté un peu stop ou encore et prise de risque n'existerait pas. Ouais, eh bien c'est une victoire assez large, c'est mon meilleur score par ailleurs. Hop, on va lui dire un petit GG. Est-ce que tu veux te mettre en vocal ou tu veux qu'on le fasse comme ça? Tu me dis. Moi, les deux me vont. Et voilà, donc moi, c'est exactement ce que j'aime. Parce que c'est vraiment paf, 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 immédiat. Et vraiment... donc on fera Factory Funner une prochaine fois. Juste sachez que Factory Funner, c'est dispo online. Alors sur un site non sécurisé, je vous le mets quand même. Mais voilà. Vous pourrez y jouer si vous voulez. On le fera une fois en solo. Je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est cette espèce de puzzle de Cornet Van Morcel qui est extrêmement brain, qui fait très mal à la tête. Et où voilà, il faut faire des tuyaux comme ça, mais on le fera une prochaine fois. Alors, allons rejoindre Julien en vocal. Tac. Sur Discord. Captain Flip, moi c'est exactement ce que j'aime en termes de difficulté. Enfin, c'est ultra simple, mais en même temps, il y a juste les petits bons enjeux de choix. Je regrette juste certains choix de... Alors, Julien, il est là. Tac. Salut Julien. Tu m'entends? Bien et toi? Je t'entends parfaitement. J'espère que tu vas bien. Très très bien. Prêt pour aller bosser? Exactement, ouais. Autant se distraire un petit peu avant. Ouais. Ouais, bah t'as vu, hein, c'est simple. Hein. Oui, j'ai vu. C'est tout con. Hein. Et ouais, moi c'est ce que je dis. Bon, alors tu vois, il y a plusieurs maps. Il y en a 4 en fait. Ok, d'accord. Et le Kraken, là, celui qu'on a vu, ouais, c'est le plus interactif parce qu'en fait, c'est le seul où t'as un mode course un peu. Et où si t'arrives avant l'autre sur une colonne, bah tu marques plus de points. Okay. Donc c'est parchemin, j'ai pas compris à quoi ça servait. Ça, celui-là là. Ouais. Bah en fait, il me donne un point par tour tant que je l'ai. Ah. Donc ça peut être beaucoup. Hein. Ah oui, d'accord, on se le partage quoi. Ouais, et à la fin de la... Oui, donc c'est quand même, c'est un peu la seule interaction, je crois. Et je crois qu'en cas d'égalité, également, c'est la personne qui a le parchemin qui gagne la partie. D'accord, ok.
ok. Donc celui-là, c'est si t'as pas de canonnière, donc c'est les puissantes là qui volent 5 à la fin de la partie dans la ligne ou la colonne, il vaudra 3 points. D'accord. Lui, il faut le mettre en haut, donc je vais le mettre là, Donc, en ouais, haut d'une colonne pour gagner 4 points. Ok. Lui, il te fera moins 1 point à la fin de la partie, sachant Mais que je tu rejoue. pourras peut-être le retourner par la suite, parce qu'il y a un pouvoir qui permet de retourner une tuile Ah adjacente, oui, d'accord. mais ça te permet de rejouer aussi, donc ça permet aussi de prendre parfois de vitesse pour finir des colonnes, etc. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc celui-là, il irait très bien dans ma colonne de droite, du coup. Bah, pour l'instant, ça Non. dépend après de la suite. Mais... Oui, ouais. Mais du coup, oui, mon charpentier en bas, enfin ma charpentière en bas, serait pas gêné par le nouveau, quoi. Ah non, non, du tout, du tout. Tu peux cumuler, ouais. Ouais. Et moi, j'aime bien la mécanique de flip, quoi. Parce Ouais, que moi c'est aussi, c'est vraiment le petit truc où tu te dis 1. Et en fait, ça peut être la 3e canonnière et tout. Et c'est assez cool en termes de petit espace de choix. Et Donc ça, c'est la majorité. Enfin, c'est plus tu en as. c'est de la plus collection, ouais. un. C'est de la collection, ouais. Si t'en as 5, c'est 25. Si t'en as 2, c'est 4. C'est beaucoup 25, hein, en même temps. Ouais, même 4, c'est pas mal en vrai. Hein. Allez. Je ne flippe rien, moi. Ouais. Ah bah Attends, tiens, tu gagnes voilà. des points à chaque fois, là. C'est embêtant. Ouais, ça c'est un bon plan. Mais bon, après, ça c'est pif. Hein. Mais, Une pièce, puis retourner une tuile adjacente. Ah, bah Ouais. c'est l'effet qui pourrait aller juste. mais adjacente, du coup, tu pourras pas retourner ton perroquet pour le coup. Avec mon perroquet. Pour flipper, oui, c'est ici. Ouais. ok. Ah bah voilà, Ah bah, parfait. tiens, c'est parfait ça. Ça te fait 8 points là, parce que t'es le 8 premier points, en ouais. dessous de la... Celui-là, c'est 1 point par bonhomme dans la ligne, Au moment de la pause, ouais. au moment de la pause, ouais. Ça, Ah, si celui-là, vraiment ouais. t'en fous. Ah oui, celui-là, tu l'as. Celui-là, ça va, parce que c'est quand même 5 si points, on a c'est trop. beaucoup, mais si t'en as 3 présents dans ton bateau à la fin, Ouais. t'as perdu. Mais c'est à la fin, donc t'as le temps de les retourner, c'est ça que j'aime bien. Oui, aussi. je le prends. Ouais. C'est, je pense que c'est un très très Ah, ça, c'est le bon fameux personnage, quoi. Ramscott. C'est un très bon personnage, parce que ça te fait une petite pression, mais en même temps, 5 points, c'est beaucoup, quoi. Ouais, puis c'est à la fin, là, donc c'est un peu moins risqué. Tu vois, là, le cuisinier, il me sert plus à rien, donc je peux me dire... Non, je trouve que les pouvoirs sont bien trouvés. Et Voilà. c'est juste... Tu vois, et c'est rigolo, parce que ce que je disais, c'est... on a joué avec Paul Gara et tout, et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça, j'adore. Ouais. Alors que... J'aime pas du tout sur les traces de Darwin, alors que... Pour moi, c'est un peu Ouais. le même type tu vois, de format, de difficulté. Et c'est intéressant parce que du coup, tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'adore ça et pas les traces de Darwin? Je pense que c'est la fluidité aussi. des Ouais, choses, ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas, là, les enjeux aussi, tu vois. Là, les enjeux sont ultra, ultra évidents, ultra rapides. Oui, Alors que dans les traces de Darwin, t'es là et tu fais ton petit truc et tout. Alors que là, c'est. En fait, tout l'enjeu, c'est sur le flip, quoi. Après, le choix, il est assez évident de où tu le places. Je garde la carte si je retourne mon cartographe. Oui, Ok. je pense. Donc c'est donc autant le faire, ça n'a aucun intérêt sinon. Oh. Ouais. Bon. Ah bah oui, Hop, c'est bien. là. C'est bien. Hop. Ah bah tiens, 5 points, je prends. C'est pas mal. -1, ça commence à faire pas mal de moins. Ouais, tout ça. mais ça En te même permettrait temps, de rejouer ça tout de me suite et de calme dans les- compléter. Et donc ça Ah finit ouais. dès que 4 colonnes sont terminées. De toute façon, la différence est la même, c'est 1, donc ça n'a pas grand intérêt. Ah bah là c'est bien je ça, le 5. prends. Ouais. Bon, ça annule ton truc de à droite là-bas du coup. Hein. Ouais. Ta charpentière d'à droite là-bas. Et donc on finit pas le tour parce que c'était moi le premier joueur. Ah, d'accord, ok. Comment est calculé le nombre de tuiles qu'on prend? Ah oui, c'est à partir de 4 colonnes, c'est ça? Ouais, tu dès veux que dire. 4 Ah, colonnes. d'accord. Tu veux la revanche? Ouch. Allez, go. C'est mieux qu'Ark Nova. Hein. Le... c'est beaucoup moins cher déjà. C'est Ouais. bien, ça prend moins de temps. Tiens voilà, le bateau pirate c'est le truc de base. Ok. C'est vraiment le. Mais pour le coup, là, tu vois les extensions, tu vois d'autres plateaux, d'autres tuiles. Enfin, c'est évident. Donc celui-là, c'est tout Il est court. Hein. moins punitif. Ouais, Bah, en fait, moins les 3 autres sont un peu moins intéressants, je trouve, parce qu'il n'y a pas du tout d'interaction, quoi. À part la course, quoi. C'est quoi celle que t'as changé avec le petit cadran là? C'était quoi celui-là? Ça te fait 2 points par cartographe. Ah d'accord, ok. Donc ça peut être pas mal, mais ça dépend. Et donc là, quand si tu complètes la colonne où tu as mis ton petit mousse là, tu récupères la carte. Voilà. C'est comme si tu jouais un cartographe en plus, quoi. C'est-à-dire que si je le mets là. Si tu finis la colonne, ouais. Ah oui, d'accord, ok.
Allons-y. Là, il me rapporte 0 du coup. Parce que Pas d'intérêt. Ça c'est bien, je prends. je crois qu'ils ont fait que des personnages féminins. Navigatrice. Ah non, le cartographe. Je pense Le pas. mousse, je ne sais pas. C'est Mousse, difficile ouais. à dire. Non, le cuistot, il est masculin. Et lui aussi, je pense, le cartographe. Oh, ça n'a pas grand intérêt. On va aller concurrencer cette ligne, enfin cette colonne. Et ça, tu sais qui est derrière ce jeu? Ils sont deux. Non, dis-moi. Il y a Paolo Mori. Il est trop fort. Ah ouais, J'adore ce il mec. fait des jeux plus complexes d'habitude. Ouais, ouais. Beaucoup plus Je le accessible. trouve trop fort. Moi. C'est un de mes auteurs préférés. Remo Konzadori aussi. Et c'est le premier jeu de chez Playpunk. Tu sais, le Boza et truc là. Ah oui, d'accord. C'est pas très punk, tu vois. C'est ça qui me Non, faisait c'est marrer. pas- C'est pas vraiment ouais. punk, hein, mais. C'est le mec de Rise aussi, Marco Konzadori. Que j'aime bien. Remo Konzadori. Que j'aime bien aussi. Il fait Retail In aussi. C'est sorti Mais ça en France? ça sort en 2024. Ah, 2024. Mais effectivement, ça me faisait marrer parce que c'est vraiment tout sauf punk, quoi. C'est- Bah, je sais pas, c'est peut-être par les dessins qu'ils ont essayé de faire un truc punk, mais bon, est-ce que ça marche? Ouais, J'ai des doutes. non, non. C'est vraiment très, très standard, quoi, en termes de game design, quoi. C'est assez standard. Après, moi, j'aime Mais- beaucoup, hein, mais bon. Ouais, ouais, c'est- ça reste agréable à jouer. Qu'est-ce que je veux retourner? Pas grand-chose. Non, je veux rien retourner, moi. Je préfère ça. Tac. Ça, c'est bien. Ouais, t'enchaînes. Et puis, il y a quand même des petits trucs en cascade qui peuvent être rigolos, quoi, je trouve. Ouais. Ouais, alors C'est bien que- qu'ils aient plusieurs cartes, en effet. Ouais, Ça fait un petit peu ennuyeux sinon. carrément, ouais. Ouais, après, ouais, bon, les cartes, ouais, je trouve elles auraient pu être mieux designées, en fait, plus intéressantes que ce qu'elles sont là, c'est vraiment. Ou bien, tu vois, que celle-ci existe, qu'elle soit vraiment toute simple, mais que les autres. Après, les autres, il y a un truc où, genre, ben, c'est si tu mets des bonhommes différents dans la colonne, tu gagnes X points par. Ouais, Bref, c'est un peu. ça là, tiens. Ah là là, tu as beaucoup de. Bah, De points rejouer grâce à la est quand même carte. c'est quand Ouais, même et assez puis la fort, carte, hein. si t'arrives à l'avoir au début et que personne te la prend, c'est peut-être là que à 3 ou 4, c'est un peu plus. Je sais pas si intéressant est le terme, mais en tout cas un peu plus interactif, tu vois, où ça circule plus. Parce que là, tu vois, si Ouais. t'arrives pas à reprendre la carte, tu prends Clairement. cher, quoi. Ouais. Je sais pas, il y a combien de tours en moyenne, même. Là, Donc ça, faudrait- les logos, celui-là, on les il a vaudra sur 0. quoi? C'est Ouais, le c'est ça. cartographe, c'est le barbu, là. Ouais. T'en as pas. Pas d'intérêt. Ah, Oula, bah là, il faudra que Ça tu pousse. arrives à. Donc laisse-toi de la place à côté pour mettre un truc Ouais. qui retourne. je mettrai là. Hmm. Ah, ma carte. Je sais pas si Allez. ouais, tu prends. Ouais, quand même. Euh... Donc là, le mets pas à côté de non, ta canonnière. Ouais, non, surtout que j'ai envie de retourner. Il me faut le. Bon, tant pis, ça fera 0 ça. Moi je prends, ça me fera 2. Ouais, faudrait que je finisse la partie en fait. C'est plus simple pour moi. Tu joues un dernier tour? Ouais, je joue un dernier tour, mais si tu finis là, t'as Ah. perdu. Hein. Bah ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. hein. Tu vois, là je perds quand même mes 5 points, donc dans tous les cas. Ouais. Ah non, les 5 points, tu les perdras pas. Ah, Parce sur que PLS. tu les Ah oui, marques en d'accord. fait au moment de la pause. C'est ça qui est bien. Ok, bah donc là j'ai fini forcément. Non, non, tu. Ah oui, si, oui. Ouais, Ouais, ouais. c'est forcément. Je vais plutôt jouer comme ça, tiens. Et puis, Allez. oh regarde, 4 points. Incroyable. 9 points, 10 points. Ah non, t'as quand même un dernier tour. Ah ouais, d'accord. Tiens. Ah mais tu viens de bah non, tu viens pas de finir, c'est bizarre. Ah bah non, moi j'ai fait que 3. Ça fait que 3, ouais. Ah, ouais, bon. Ça change rien, mais. Ouais, la question c'est perdu donc. Trop greedy. Ouais, bon après, hein, il y a la chance de la pioche et tout, mais. Oui, c'est sûr. Mais bon, ouais, est-ce qu'on retourne quand on a du coup déjà 2 C'est cartes ça, ouais. canonnières? Mais tu vois, c'est intéressant parce que ça se joue vraiment. Enfin, c'est des petits choix à la con, Mhm. mais effectivement, le flip du titre, quoi, est. Ça a proposé à partir de quel âge ça À partir 8 de ans. quel âge? Ouais, ça doit 8 être ans ça. et plus. Ouais, je pense. On va faire une autre C'est bien parce que ça permet. Ah, Lego, c'est assez addictif. pour voir le radeau. Tac. Et- Ouais, hein. accessible, ça Et compte. sur BGA, là, ça tourne à plus de vitesse, quoi. C'est le truc aussi, quoi. Ouais. C'est, Ah, tu vois, c'est bête, mais je préfère ça à Sunwonder Architect. Ah ouais, ah, ça n'a rien à voir en fait. Là, parce qu'en fait, le choix au moment du flip,
t'as une vraie prise de risque et c'est Ouais, assez c'est ça, ouais. engageant. Donc Ouais. celui-là, c'est si tu mets... Sur la pioche. tu prends 4 pièces à la fin de la partie s'ils sont tous différents, c'est à la fin. Celui-là, si c'est tous les mêmes, non, 6. Ok. Ouais. Pas facile. Mais ouais, non, mais comparé, tu vois, bon, Darwin, t'as un peu de choix quand même, mais Seven Wonders Architect, je veux dire, c'est... Ah, c'est une pioche, quoi, ouais, c'est sûr. C'est juste piocher à droite à gauche, visible, pas visible. Ouais, non, là t'as vraiment... Intéressant. En fait, Clairement. le moment principal où t'as du choix, c'est un choix important, quoi. Le flip, quoi. Clairement. Donc, Clairement. et puis t'as... Et puis les effets des tuiles sont intéressants en fait, sont rigolos quoi, et ça fait un peu de la vie, et t'as de la prise de risque, est-ce que je mets mes 3 bonhommes au risque de derrière Ouais, c'est assez malin. Ça peut... Ouais, c'est pas la meilleure place, mais bon. Et Romy Rami, t'avais essayé ou pas du tout? Non, Je ça te dit sais rien. plus. Pareil, je trouve que ça arrive, alors c'est plus compliqué que ça, mais c'est... Tu vois, à mettre juste le bon espace de choix au bon endroit pour que ce soit intéressant quoi. Après, et en fait ça c'est peu importe, tu vois, la difficulté du jeu, c'est vraiment juste... Trop risqué, ça. Partir là-dessus. Ok. Ce tableau optimisé est assez complexe au final, hein. Je trouve que c'est assez malin d'avoir des colonnes identiques ou différentes là. Ça... Mais surtout que c'est à la fin de la partie, donc en fait t'as quand même la possibilité de faire des retournements et tout. Mais ça change beaucoup la stratégie, je trouve ça pas idiot. Ah bah il est bien lui. Voilà. Ouais, et puis le petit perroquet du coup a un autre impact, parce que du coup t'es là et tu te dis, ah, est-ce que il va me permettre de rejouer, donc peut-être de piocher tout de suite. Putain, tu les pioches les canonnières, dis donc. Toutes les canonnières quoi. Sur quoi je vais me mettre? Je vais mettre ça comme ça. Ah, voilà. Il fait qu'un point, mais bon. Il fait qu'un point, mais il en fait 4 à la fin. Après, il n'y a aucun autre cuistot. C'est à la fin de la partie qu'il faut qu'il soit tout différent. Et quand tu le poses, c'est autant de points. Lui, c'est au moment de la pause, ouais. Moi, j'aurais tendance à le mettre en bas, hein, celui-là. Comme ça, moi, je gagne mes 4 points. Ouais, tu gagneras 4 points comme si tu le mets dans la colonne des 4. Ouais, voire même si je... Non, ex aequo. Non, il est pas sorti. Allez, je vais parier là-dessus. Ouais, ça se tente. Ça se tente. Ouais, moi, j'ai pas mal de petits mousses, c'est cool. Bah, voilà. Ah non, parce que si tu retournes le mousse, c'est que... Et là, tu vois, là, il faut de la mémoire. Et là, moi, c'est fini. Non, celle-là, je vais pas prendre le risque. C'est pas grand intérêt. C'est pas mal, ça. Ça va, c'est pas horrible. Enfin, c'est pas horrible. Ouais, ça va. J'aurais bien voulu garder et déclencher mon truc, mais... Ah, la vigie, c'est nul, ça. Encore un. Ah bah, c'est mon 4ème. Ça en fait beaucoup. Pas mal, ouais. Je pensais pas en avoir autant. Dommage que tu aies décalé de ouais, j'aurais dû les mettre. Encore la canonnière, incroyable. Allez, il y en a beaucoup des canonnières qui sont sortis, donc je pense qu'il y a moyen. Ouais, ça peut. On va le mettre. On va essayer, mais j'y crois pas trop. Ouais. Ah bah oh. Allez, un autre. Non, c'est un... Allez, en repiochant. Ouais. Oh là là. Ouais, c'est vraiment dommage que t'aies pas pris le mousse. Ouais, je pensais vraiment pas réussir à échapper tout ça. Est-ce que je te repique la carte, c'est peut-être le moment, hein. En cas d'égalité, tu gagnes. Et bah... Ouais, ça me semble pas idiot. Où est-ce que j'ai tendance à le mettre? Ouais, j'ai tendance à le mettre là. Ah, cuistot. La peau. Et là, non, ça, tu peux le retourner. Bon, c'est pas mal, ça fait 4 points. Je peux perdre mes 6 points, prendre mes 4 points. Ouais, c'est pas si pire. Parce que du coup, c'est le dernier tour. Et on compte. Ah, mais tes petits mousses là. Ah, mais je pensais qu'il me rapportait 25, non? J'en ai pas 5? Si. T'en as 5. Si. Ah, on était un peu plus proche. 6 et 5, je crois, sur la... Ouais, mais ils m'ont mis 16, moi. Bon, tant pis. Bon. Ouais, moi, c'est ça. Ah, mais c'est peut-être que... Ah, c'est la différence, peut-être. Ah, en fonction du nombre de colonnes. Ah, c'est pas le nombre de... Ah, ok. Ah, c'est différent. Enfin, faut quand même en avoir 5, mais... Oui, comme t'as 5 colonnes, en effet, t'as ta colonne des cuistots qui ne comptent pas. Ok. C'est un peu plus malin, ok, d'accord. La dernière pour la dernière map. Allez. J'ai encore le temps avant d'aller me préparer. L'île déserte. Ah, voilà. Oh, c'est chouette. Ouais, c'est... Ouais. Je vois bien ça dans un
dans une école, dans un CDI, un club jeu, tout ça. Ouais. Non, c'est... Je vois carrément l'intérêt. Ouais. Ah bah, c'est pas trop mal ça. Donc Alors, là, t'as 2 par chaque colonne complétée de ton plateau, celle-ci comprise, donc mieux vaut la faire vers la fin. Celle tout à droite, c'est du -1, et l'autre, c'est 1 par bonhomme différent dans cette colonne, au moment où tu complètes ta colonne, cette fois. Okay. Donc si t'en mets 3 différents, tu gagneras quand même 3 points. Okay. Bon, ça c'est nul, hein. C'est pas fou. Non, mais l'autre était nul aussi, ça me faisait juste un point. Ça, j'aime bien. Ouais. Non, je trouve qu'ils ont bien réussi à faire les effets et l'équilibre des personnages sont tous cool, quoi. On va le changer. Le switch là-dessus. Ouais, ça peut le faire. Ah, dommage. Je le switcherai, c'est pas grave. On va switcher aussi. Le même bonhomme. Je vais le foutre en haut. Ça me semble pas si dégueu. Allons-y. Eh ben voilà. Bah nickel. Bon là par contre tu t'es tué tous tes charpentières d'en bas quoi. Non mais je vais les retourner avec une petite carte à droite là. À gauche je veux dire. Cette opportunité. Ouais, ça c'est... C'est bien mais... C'est bien mais c'est bien. En tout cas tu ah poses. Voilà. Ça c'est bien. Bim, 5 points. Celui-là c'est intéressant de le mettre tout à droite quoi. Bah ouais, mais bon ça te fait -1. C'est dégueu. C'est ça. Du cuistot. Je vais me faire 2 points de toute façon. Ouais, et puis par contre, tu vois, c'est une colonne qui compte pour la deuxième colonne, celle que tu as posée là. Ça, c'est Niet et B. Il ira là. Yes, on va retourner ça, on va poser ça là. Ça devient pas mal tes navigants. Un par colonne, du coup, il faut choper celui-là. Yes. Allez. Ouh, ça va vite. Hein. Non, c'est trop risqué. C'est bien ça. Ouais. Ça, j'ai dit non. Ah, c'est nul. Du coup, faut que je le mette là. Ah, t'en as qu'un, ça se tente encore. Ouais. Bah ici. Ça, c'est non. Ouais. Ah là là. Bon, si, ça va. C'est 7 points. C'est mieux, c'est mieux. Ah, clôture, c'est vrai. Peut-être un peu clôturé tôt, hein, c'est le problème. Ah oui, merde, c'est vrai, c'est la fin. Je suis con. Ouais, comme le dernier n'est qu'une case, je pense que ça suffira peut-être pas. Ouais, quand même serré. Encore. Ouais, c'est assez serré, ouais. Bon, par contre, tu vois, tu fais des fois des parties à 50 et des fois des parties à 25. Oui, bah là, clairement, on a quasiment 4 colonnes au lieu de 5, hein, vu la petitesse. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est cool, hein. C'est bien. Ouais. Dans ce format. C'est assez fluide, ouais. Merci de la découverte. Bah écoute, avec plaisir. Bon courage pour le boulot alors. Merci. Et puis bah, bon fin de live. Ouais, ça va être fini. Ciao, salut. Tchuss, bye bye. Voilà donc pour Captain Flip. Je vous propose que l'on passe donc à la conclusion. Voilà donc pour un nouvel hebdo jeu de société. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces si vous en avez. Mais a priori tout le monde... Enfin non, c'est faux de dire que tout le monde a des pouces. Mais voilà. Et puis à partager tout ça. Et puis si vous avez des news ou si vous voulez parler des jeux que vous avez fait ces dernières semaines, allez-y. Et puis voilà, on se retrouvera peut-être en 2024. Je sais pas si j'aurai le temps de streamer d'ici là. Non, je suis pas sûr. Hein. Franchement, ça me paraît chaud. Donc sinon 2024. J'ai pas mal de petits trucs d'ici là. Donc première semaine de 2024 normalement. Et puis je vous parlerai des jeux que j'ai fait pendant les vacances. Voilà. Et passez de bonnes fêtes si vous fêtez quoi que ce soit, et puis jouez bien, et puis voilà, ciao, bye. Tu comprends, les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui? C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels.
ce soit les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire à la Beckett, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.